Voilà, monsieur Giuliano, si vous voulez, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Donc, excusez-moi donc pour le petit problème technique. Ça tombe bien, c'est problème technique numérique. Donc, le thème de la formation, donc, c'est comprendre les enjeux du numérique pour notre commune. On est dans une société qui vit une transition numérique. Le numérique est présent partout, même si on reste attaché à notre communication papier. Aujourd'hui, on le voit très bien, la communication des communes passe par les outils numériques. Il y en a énormément et de toutes les diversités. Donc, c'est vraiment important de comprendre cet enjeu. Et le numérique, c'est pas uniquement la communication, c'est vraiment toute la partie dématérialisée. Aujourd'hui, de plus en plus, on va vers du démat. Comprendre comment on peut accompagner ce démat-là, répondre aux obligations légales, je pense notamment aux actes administratifs comme les dépôts de services urbanisme, ça passe par le numérique. Comment gérer des projets aujourd'hui, ça passe par les outils numériques. Le fonds basique, ben, on le voit très bien avec la Covid aujourd'hui. Hein, s'il n'y avait pas les visioconférences et tous ces outils-là, eh bien, on serait bien bloqué. Donc, l'objectif de cette université, c'est de permettre aux nouveaux élus, mais aussi aux élus qui sont déjà implantés, donc de mieux comprendre les enjeux du numérique pour nos communes. Et donc, c'est une formation qui va être présentée par Laurent Londex, donc directeur régional d'Orange, et Olivier Daguillon, qui est directeur. Donc, ça va être convaincu. Et n'oubliez pas, donc à partir du 4 juin, donc on reprendra, plutôt on commencera par des universités en présentiel aux arts, donc au niveau sur la thématique des marchés publics. Voilà. Donc Nathalie, si vous avez quelques complémentaires à ajouter, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne formation. Non, non, vous avez tout dit, c'est très bien. On va laisser la parole à monsieur Daguillon. Heu, on n'est pas très nombreux, donc je pense que là, pour le coup, d'habitude, on vous demande d'écrire vos questions mais là, comme on n'est pas très nombreux, on pourra les prendre oralement sans problème. On a convenu avec monsieur Daguillon qu'on ferait des pauses après chaque grand chapitre pour que vous ayez le temps de poser vos questions. Monsieur Daguillon, on est d'accord? Avec votre micro? Avec le micro, ça va beaucoup mieux. Oui, tout à fait d'accord. Pas de souci. Pour Parfait. l'instant, on est 28. Je pense que ça va continuer peut-être de monter encore un petit peu là. On n'est Pour pas les l'instant, seuls. on est 28, en effet, ça va sans doute augmenter encore un peu. Je vous invite à partager votre écran, à lancer votre support. Oui. C'est parfait. Alors, est-ce que vous voyez quelques villages ou vues de notre beau Var? On voit. On voit. Allez, ben je vous propose donc d'attaquer. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'organisation. Donc, l'association des maires en la personne de Madame Casil, ici présente, que j'ai cru reconnaître tout à l'heure. Donc, je me présente, je suis Olivier Daguillon, je suis le directeur de relations avec les collectivités locales du Var pour le groupe Orange. Et nous ferons cette information à deux voix avec le délégué régional, donc Laurent Londex, qui va m'accompagner lors de cette présentation. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci effectivement de nous avoir invités à participer à cette université du numérique. Nous avons effectivement, Orange, un partenariat de longue date avec l'Association des maires de France. Hein. Je suis très heureux aujourd'hui que nous puissions effectivement décliner cette thématique de l'aménagement numérique avec l'Association des maires du Var et donc tous les représentants, tous les maires adjoints. Et je salue Madame Kilissi également qui représente le département avec lequel nous avons le plaisir de travailler sur cet aménagement numérique. Alors, je vais effectivement faire l'introduction et comme l'a dit Olivier, on alternera effectivement la prise de parole. Hein, et à chaque fin de prise de parole, je vous inviterai éventuellement à poser les questions. Donc, nous allons passer deux petites heures ensemble. Donc, vous aurez cette présentation hein, qui vous sera diffusée. Il y a effectivement pas mal d'informations. Hein.
Donc, ce n'est pas forcément la peine de prendre toutes les notes. Enfin, vous pouvez, bien sûr, mais on partagera cette présentation et on pourra répondre à vos questions dans tous les cas. Voilà, alors pourquoi l'aménagement numérique comme une thématique de l'Université des Mers, hein, vous vous êtes rendu compte, et de manière particulièrement criante, je pense, pendant cette période de crise sanitaire, l'importance du numérique pour vos mairies, mais également pour vos administrés. Hein, c'est quelque chose qui aujourd'hui devient aussi critique que l'eau ou l'électricité, l'accès au numérique. Donc, nous allons effectivement commencer par d'abord ce que l'on appelle l'aménagement numérique. Donc, c'est rappeler un peu quelles sont les ambitions. Donc, on a effectivement organisé cette présentation en 4 parties. Donc, qu'est-ce qu'on entend par aménagement numérique, hein, quels sont les grands principes, les grandes mesures. Nous allons évoquer également, et en particulier Olivier prendra cette partie-là, les technologies qui supportent cet aménagement numérique. Nous ferons un coup de projecteur sur les enjeux de maintenance du réseau, de l'exploitation et maintenance du réseau, c'est important. Et enfin, donc, je dirais quelque chose d'également important, qui est que c'est bien d'avoir des réseaux, des technologies, mais pour quels usages? Et donc, on rappellera effectivement l'étendue des possibilités en matière de services numériques pour les collectivités et leurs citoyens. Donc, si on passe à la slide suivante, Olivier. C'est toi qui as la main. Donc, l'aménagement numérique, il y a une définition qui est donnée, j'y reviendrai, par l'ARCEP, qui est notre un peu gendarme des télécoms. Donc, l'aménagement numérique, c'est toutes les actions qui consistent à mettre à disposition des Français un accès à Internet et à la téléphonie via un équipement en réseau fixe ou mobile. Autrement dit, l'aménagement numérique, c'est bien sûr le déploiement des réseaux, et ça, on va vous l'expliquer de manière assez précise, mais c'est également le développement des offres de services au-dessus de ces réseaux, et c'est enfin une troisième partie qui est souvent un peu ignorée, c'est permettre au plus grand nombre d'accéder à ces services et à ces réseaux. Donc c'est l'accompagnement de la population pour l'apprentissage de ces outils. Donc si on regarde effectivement le transparent suivant, aujourd'hui, tous les opérateurs sont soumis finalement à 3 grandes entités nationales. Hein. Donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, dans lequel était historiquement l'Agence du numérique, qui aujourd'hui donc a fusionné au sein de cette Agence nationale de la cohésion des territoires, qui définit finalement tous les grands principes, la grande politique d'aménagement du territoire. Et donc aujourd'hui, c'est l'agence gouvernementale qui pose les grands principes, effectivement, la vision politique donc des dirigeants du pays en matière d'aménagement numérique en particulier, mais aussi d'équipements différents en transport, etc. Donc, en ce qui concerne donc la structure plus particulièrement chargée de définir les règles, puisque vous avez la définition de la politique, hein, c'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, les règles sont définies par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Donc c'est elle qui définit ce que les opérateurs ont le droit de faire, doivent faire absolument ou pas. Voilà. Et en fait, il y a une troisième entité qui veille à la bonne application des règles, et en particulier à une concurrence qui soit, je dirais, équitable et qui soit voilà, sans dérapage. Donc c'est l'autorité de la concurrence hein, qui intervient effectivement pour éventuellement sanctionner certains opérateurs qui n'auraient pas un comportement conforme effectivement aux règles qui ont été établies par l'ARCEP. Donc c'est aujourd'hui, ce sont les 3 grands acteurs de l'aménagement numérique du territoire en France. Alors, une slide un peu technique, mais on parle d'aménagement numérique, effectivement aujourd'hui pour l'Internet et pour... oui, Olivier, voilà, merci de s'arrêter sur cette slide. Donc c'est vrai que bon, la téléphonie existe depuis plus d'un siècle, hein, et donc les Français l'ont acquis, je dirais, au fur et à mesure, dans les années 70, il y a eu le grand plan national d'équipement de la téléphonie pour tout le monde.
à la fin des années, il y a eu après, je ne sais pas si pour ceux qui ont au moins mon âge, vous vous rappelez sans doute du Minitel, qui était le premier contact finalement des Français, souvent avec un clavier. On parlait déjà, voilà, à l'époque de débit. Il faut savoir qu'à partir du moment où on ne fait plus de la voix, mais où on transmet du texte ou des images à travers, on parle de débit. C'est-à-dire les débits, effectivement, ça s'exprime en termes de bits par seconde, c'est des 1 ou des 0. Hein. Le numérique, c'est ça, c'est transmettre de l'information sous forme de 1 ou de 0. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Minitel, mais on recevait ça à 1200 bits par seconde. Hein. Ça fait 1,2 kilobits par seconde. Ça, dans les années 80. Dans les années 2000, on commençait à recevoir de l'Internet, de la DSL, et Olivier vous expliquera ce qu'est la DSL. On était à peu près 1000 fois plus rapide. On était à 1 mégabit par seconde. Vous voyez qu'en 20 ans, on a fait effectivement à peu près multiplier par 1000 les débits sur les lignes téléphoniques. Aujourd'hui, on parle de haut débit à partir de 8 mégabits. Pourquoi on parle de débit 8 mégabits? Parce qu'à partir de 8 mégabits, on peut commencer non seulement à faire de la téléphonie sur Internet, mais on peut aussi regarder la télévision et bien sûr télétravailler, jouer, écouter de la musique en ligne, etc. Donc aujourd'hui, 2021, on considère que le haut débit démarre à 8 mégabits. Le gouvernement a défini que le très haut débit commençait à partir de 30 mégabits. 30 mégabits, ça permet d'avoir plusieurs télévisions chez soi, d'avoir de la très haute définition, de jouer en réseau, de pouvoir télécharger ce qu'on veut, etc. Voilà, donc on définit aujourd'hui le très haut débit à 30 mégabits. Et vous verrez qu'on a des objectifs bien supérieurs, puisqu'on va parler de la fibre, qui, elle, commence avec des débits à partir de 100 mégabits, et pour aller jusqu'à 1, voire 2 gigabits par seconde. Donc vous voyez qu'entre 2000 et 2020, on est passé encore, on a multiplié par un facteur 1000 à nouveau, on est passé de 1 mégabit à 1 gigabit par seconde. Donc vous voyez, tous les 20 ans, on multiplie par 1000. Je ne suis pas sûr que ça dure encore comme ça pour les 20 prochaines années, mais en tout cas, ça fait, on a des débits 1 million de fois supérieurs entre, je dirais, 1980 et 2021, en 40 ans. Donc, c'est des performances et des augmentations que, bien sûr, on n'a pas connues ni dans le monde de l'automobile, ni du transport aérien, ni dans aucune autre technologie. Voilà. Et ça ouvre effectivement des possibilités effectivement, d'usage numérique énormes, comme on va vous le présenter. Voilà. Donc, on a effectivement, j'ai évoqué aujourd'hui le 1 mégabit qui était disponible dans les années 2000. Clairement, ça permettait de faire les premiers usages, hein, à savoir on pouvait faire son mail, on pouvait effectivement surfer sur les premiers sites Internet. Il n'y avait pas forcément une large utilisation à l'époque de la vidéo hein, sur Internet. YouTube commençait tout juste, etc. Et donc, il n'y avait pas de grosses difficultés à travailler avec 1 mégabit par seconde. Par contre, on s'est rendu compte au début des années 2010 voilà, que les usages augmentaient fortement, que l'image était de plus en plus prégnante sur l'utilisation de l'image sur Internet, et donc on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux de montée en débit. Et donc la France, effectivement, s'est lancée dans un plan très haut débit donc, en 2013, hein, avec la volonté d'avoir dès 2017 plus de 50% du territoire qui a accès effectivement au très haut débit. Et on verra qu'aujourd'hui, il y a plus de 50% effectivement qui ont accès au très haut débit. Mais effectivement, je dirais la course n'est pas finie, hein, puisque l'objectif, c'est vraiment que tous les Français en 2022 puissent avoir du 30 mégabits et d'ici 2025, du 100 mégabits par seconde. Donc c'est un aménagement numérique qui est ambitieux, hein, puisqu'on veut faire en 10 ans un aménagement qu'on a mis 50 ans à faire avec la téléphonie sur cuivre, quoi. Donc vous allez voir effectivement que ça nécessite effectivement des différentes technologies, hein, parce que là je n'ai pas parlé fixe ou mobile, hein, je vous parle de l'accès à l'Internet en général. Quand le gouvernement français a lancé au début des années 2010 donc, son projet de très haut débit, c'est passé par une décision d'équiper effectivement l'ensemble du territoire en fibre. Comme vous l'expliquera Olivier, le cuivre a des limitations qui ne permettaient pas d'accéder effectivement à du 100 mégabits pour tous. Sur du cuivre, c'était effectivement physiquement pas possible. Donc il y a eu la volonté de lancer un plan très haut débit avec une analyse des zones, des régions, des communes de la France qui a effectivement qui a permis de définir finalement 3 types de zones. Des zones dites très denses,
hein, et sur le Var, vous verrez, il n'y a que Toulon qui est considéré comme une zone très dense. C'est les zones pour lesquelles il y a une densité de la population qui permet à la concurrence de venir déployer son réseau comme elle entend, quand elle le souhaite, effectivement. Donc les opérateurs peuvent chacun venir déployer effectivement sur ces zones très denses son réseau de fibre optique. La zone moyennement dense, c'est la zone des autres communes qui sont suffisamment denses pour justifier un intérêt économique et un investissement privé des opérateurs. Et donc cette zone moyennement dense, vous le verrez sur la carte, concerne un certain nombre de communes. Certain nombre de ces communes donc, ont été sélectionnées par les opérateurs, hein, que sont en particulier Orange et SFR, lors d'un appel à manifestation d'intérêt d'investissement, c'est ce qu'on appelle l'AMI, hein, qui est sorti en 2011. Et donc, on a dit, nous, opérateurs, sur quelles communes on souhaitait investir sur fonds propres. Sur ces communes-là, vous le verrez, l'opérateur qui investit déploie, mais permet à l'ensemble des autres fournisseurs d'accès Internet de venir se connecter à cette fibre. Mais il n'y a qu'un réseau fibre. Voilà. Et enfin, une troisième zone que Olivier va vous expliquer également sur le Var, qui est la zone qui ne permettait pas une rentabilité suffisante pour les investissements privés propres, et donc qui sont des zones dites réseaux d'initiatives publiques où il y a effectivement un cofinancement des pouvoirs publics, des collectivités à tous les niveaux, comme vous le verrez, avec un opérateur qui est choisi pour déployer et exploiter ce réseau d'initiatives publiques. Donc le déploiement de la fibre, c'est finalement une combinaison de ces trois zones. Donc l'AMI ou l'AMEL, j'en ai parlé, hein, financement 100% privé. Il y a 3400 communes concernées sur les 36 000 communes françaises. L'AMEL, j'en parle pas parce que ça concerne vos voisins des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. C'est des communes pour lesquelles il y a eu des discussions entre les opérateurs privés qui ne sont pas rentrés dans le cadre de l'engagement des opérateurs d'AMI, mais qui bénéficient néanmoins d'investissements privés. Je passe rapidement parce que le Var n'est pas concerné par l'AMEL. Donc on a un engagement sur la zone AMI, effectivement, à déployer la fibre d'ici la fin 2022, et vous verrez où on en est aujourd'hui. Le réseau d'initiatives publiques, ça correspond à environ 60% du territoire français, 40% de la population, et il se trouve que le Var est justement un département qui correspond effectivement à à ce volume. Donc vous verrez que le RIP, le réseau d'initiatives publiques du Var, Var THD, correspond à peu près à 40% de la population du Var et 60% du territoire. Et là, c'est un financement mixte, public et privé. Donc Olivier, je te passe la parole maintenant pour décrire concrètement sur le Var. Donc, comme Laurent vous l'a dit, donc vous avez bien compris que l'aménagement numérique, c'est l'histoire de tous, c'est l'histoire des investisseurs privés. Donc c'est ce que vous voyez en couleur sur ce transparent-là. Donc en orange, les zones déployées par Orange, en rouge, les zones déployées par SFR, et en bleu, la zone très dense, où, comme Laurent vous l'a dit, en fait, la concurrence se fait par les infrastructures et tout opérateur est libre de déployer son réseau. Dans les faits, je ne sais pas s'il y a des Toulonnais qui sont présents aujourd'hui, le seul qui aujourd'hui déploie sur Toulon, c'est le groupe Orange, SFR ayant choisi donc de améliorer son réseau fibre existant pour permettre d'apporter du très haut débit. Comme vous le voyez, en termes de communes, ce qu'il y a de bien sur le Var, c'est que c'est très, très représentatif de ce qui se passe sur la France. Donc, on a une zone très dense, Toulon. On a 22 zones qui sont déployées par Orange, 11 communes qui sont déployées par SFR et qui représentent quand même 370 000 prises d'investissement privé. Et il restait donc 345 000 prises. Alors ça, c'est les chiffres qui ont été réactualisés tout récemment et qui concernent donc le réseau d'initiatives publiques. Donc pour le Var, on estime le nombre d'aujourd'hui de prises fibres qui seraient nécessaires à date de l'ordre de 840 000 prises. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le RIP représente 41%. Donc on est vraiment très, très représentatif de ce qui se passe sur la France.
Donc, on vous a parlé des aménagements qui ont été mis en œuvre par les opérateurs privés, donc sur la Dracénie, donc périmètre 2012 avec les 16 communes, sur la CAVEM, périmètre 2012 avec les deux communes centres que sont Fréjus et Saint-Raphaël, et la métropole. Mais il restait donc 119 communes. Et là, donc, c'est le RIPVAR qui s'est mis en place, le réseau d'initiatives publiques, qui, mené par le département, la région, toutes les EPCI, alors de l'époque, parce qu'il y a eu des regroupements depuis, qui a donné lieu en fait à un schéma directeur territorial d'aménagement numérique qui a défini en fait le futur de l'aménagement numérique pour l'ensemble du Var, que ce soit sur les zones privées ou sur les zones publiques. L'objectif à terme étant de toute façon que tous les foyers, tous les locaux du Var aient la fibre à horizon 2023-2024 et que pour les communes qui seraient, on va dire, en fin de déploiement, parce que c'est un réseau qu'il faut construire de A à Z, donc des communes qui seraient plutôt sur les années 2022 ou 2023, et ben le département du Var, dans le cadre de ce schéma d'aménagement, a décidé donc de faire des montées en débit et également de mettre en place une boucle très haut débit radio dont je parlerai également, donc pour également permettre d'apporter les 20 à 30 mégabits par seconde tels qu'ils sont donnés dans l'engagement de l'État. Donc ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit donc par un appel d'offres qui a été attribué donc au groupe Orange fin 2018, qui concerne donc le déploiement de la fibre jusqu'en 2023-2024. Pour prendre en compte l'évolution du nombre de foyers, on est passé de 320 000 à 345 000. Et pour prendre en compte aussi la pandémie, parce que celle-là, on l'avait pas prévu avant. Donc, il y a eu une refonte du calendrier donc de déploiement. Mais l'ensemble des communes sera construit d'ici 2023 à 2024. Comme je vous l'ai dit, il y aura mise en place donc de solutions d'inclusion numérique donc par l'intermédiaire donc des boucles THD radio. Et dans le cadre de cette concession, donc Var très haut débit aura l'exploitation et la commercialisation des prises pendant 25 ans. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que dans le cadre de cet appel d'offres, il y avait un engagement RSE relativement fort avec plusieurs centaines de milliers d'heures d'emploi par l'insertion qui devait se traduire par la création d'une grosse centaine, tel que c'était défini en tout cas dans le document initial, c'était 110 créations d'emplois. Je pense qu'on sera largement au-delà, mais le cas échéant, Laetitia qui est ici pourra le confirmer. Et également donc par 40 000 heures de formation qui devaient être inscrites pour amener les gens vers ces métiers de la fibre. Donc ce projet, il est piloté par le département, mais aussi par Sud THD, donc un organe donc, de la région qui est la maîtrise d'ouvrage pour le déploiement de ce réseau. Voilà, donc on a bien compris qu'il y avait d'une part les investisseurs, on va dire, publics, les collectivités locales qu'on a vu juste précédemment, et puis donc des investisseurs, des acteurs privés. Donc, en guise un peu de conclusion, je vous ai remis, donc, il y a des opérateurs d'infrastructures et de réseaux, donc, qui vont construire un réseau, ils vont être propriétaires du génie civil, ils vont aménager le réseau, ils vont l'exploiter. Donc, on va retrouver Orange, SFR, Enedis, car aujourd'hui, il y a un grand nombre aujourd'hui de fibres optiques, des 11 000 km de fibres optiques qui vont être déployées sur le Var, qui vont passer par des appuis Enedis. Et puis, je vous ai mis, c'est peut-être un abus de langage, j'ai mis Var très haut débit, mais en fait, c'est bien les collectivités qui sont propriétaires des infrastructures qui sont construites, mais pendant 25 ans, Var très haut débit va en avoir la gestion. Ils vont donc commercialiser les réseaux construits auprès des fournisseurs d'accès. Je vous ai mis les quatre plus gros, mais c'est bien évidemment ouvert à l'ensemble des fournisseurs d'accès, Coriolis et que sais-je. La finalité étant bien évidemment d'offrir des offres pour les abonnés, alors qu'ils soient particuliers, résidentiels,
et également pour les entreprises. Voilà ce bref aperçu sur la partie fixe. Laurent, je te redonne la parole sur la partie mobile avant d'attaquer une première série de questions. Oui, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, l'aménagement numérique, ce n'est pas seulement le réseau fibre très haut débit, c'est aussi le réseau mobile. Donc, réseau mobile, aujourd'hui, effectivement, nous sommes à la fin du déploiement de la technologie dite 4G. Vous verrez qu'il y a plus de 98 ou 99% des Varois qui ont accès à la 4G aujourd'hui. Et donc, le gouvernement, néanmoins, souhaitait, parce qu'il y avait encore des zones blanches et des zones, effectivement, pour lesquelles il était difficile de capter à l'intérieur des bâtiments, en particulier la téléphonie 4G, le gouvernement a souhaité assurer une 4G de qualité à l'ensemble du territoire. Donc, il y a eu effectivement des investissements privés de chaque opérateur mobile. Il y a aujourd'hui 4 opérateurs mobiles qui exploitent des réseaux 4G. Et on doit effectivement arriver à avoir l'ensemble du territoire couvert à 100% d'ici la fin 2022. Alors, il faut savoir que l'objectif était aussi non seulement d'avoir ce qu'on appelle la 4G indoor, c'est-à-dire à l'intérieur, mais aussi d'avoir les axes routiers, les principaux réseaux ferrés qui soient couverts et d'avoir voilà, les centres-bourgs, les principales zones d'activité qui soient bien sûr couverts également. Et vous verrez qu'il y aura, la 4G peut être utilisée pour desservir en très haut débit, moyennant une solution qu'on appelle 4G Home ou 4G Fixe, qui peut être utilisée parfois à l'intérieur des bâtiments pour remplacer la DSL lorsque la DSL n'est pas de bonne qualité. Voilà. Et en fait, il y a eu ce qu'on appelle un New Deal mobile de signer, si tu passes effectivement à la slide suivante. Le gouvernement opérateur a demandé aux 4 opérateurs mobiles donc d'accélérer leur déploiement de 4G en faisant en sorte de pouvoir déployer sur des zones, je dirais, non rentables immédiatement, mais en contrepartie, donc le gouvernement s'engageait à avoir des conditions préférentielles sur l'octroi des licences 5G. Ils nous ont dit, vous paierez vos licences 5G un peu moins cher, en contrepartie, accélérer sur la couverture des zones blanches mobiles. Voilà. Et donc, ça, c'est un programme national qui a été lancé en 2018, il y a 3 ans, et qui aujourd'hui se traduit par la possibilité pour chaque département, et ça c'est négocié effectivement dans le suivi de manière trimestrielle avec le département du Var, de pouvoir effectivement bénéficier d'antennes mobiles qui sont installées par un opérateur, mais qui l'opérateur permet aux 3 autres opérateurs de déployer leurs services mobiles également. Donc, ce sont des antennes multi-opérateurs qui sont déployées. Et donc, si à un moment donné, une commune considère qu'elle est particulièrement mal couverte dans un de ses hameaux ou dans son centre, dans une zone d'activité, elle peut remonter donc au département à travers effectivement Laetitia Kilissi ou Jean-Pierre Sorel. Elle peut remonter effectivement ses souhaits de bénéficier d'une antenne mobile. Et chaque année, il y a 11 ou 12 nouveaux sites qui sont affectés dans le cadre au Var, dans le cadre de ce New Deal mobile. Et donc, ces 11 ou 12 sites sont partagés entre les opérateurs, et Olivier y reviendra et vous présentera effectivement la façon dont ça s'est passé pour le moment sur le Var. Il y a encore ce plan, il va durer encore 2 ou 3 ans, Olivier, je ne sais plus, c'est jusqu'en 2026, ouais, même plus que ça. Enfin, c'est la fin de la production en 2026, donc disons il y a encore 3-4 ans pour pouvoir effectivement bénéficier de ces antennes 4G. L'objectif étant qu'il y ait une couverture la plus parfaite et la plus complète possible, et je reviendrai sur la 5G ultérieurement. Tu passes à la slide suivante. Donc, vous voyez que l'aménagement numérique, donc, ça concerne bien sûr aujourd'hui la fibre, mais aussi ça concerne effectivement le mobile, avec ce plan d'accélération de fin de déploiement 4G, et puis le plan 5G qu'on va aborder effectivement dans les technologies. Est-ce qu'à ce point, vous avez des questions avant que Olivier passe aux technologies ?
Donc, je vous rappelle, hein, vous pouvez activer vos micros, comme nous ne sommes pas nombreux, vous pouvez poser vos questions, pardon, oralement. Bonjour, mairie de Bargemont, faisant partie de l'EPCI, donc des PVA, donc autour de Draguignan. L'année dernière, il y a eu un commencement de déploiement de la fibre à Bargemont. Et depuis maintenant 6 mois, il y a un arrêt pratiquement total. On voulait savoir un petit peu ce qui se passait et quand est prévu éventuellement un recommencement ou redéploiement de la fibre. Ça s'est arrêté un peu brutalement. Bon, il y a le Covid, hein, j'entends bien, mais ça avait commencé aussi pendant le Covid. Donc voilà, si vous pouvez avoir des nouvelles. Oui, on parlerai tout à l'heure sur l'avancement, mais effectivement, donc, sur la Dracénie, sur la DPVA, donc, on a 2 partenaires qui déploient la fibre optique. Donc, il y a Eiffage, on va dire, sur la couronne nord, donc de Flyos, Campus, jusqu'à Figuanière et La Motte. Et puis, on a Solution 30 sur la partie sud. Eiffage est un nouvel entrant sur la zone. Et donc, ils ont eu des problèmes d'installation au cours de l'année passée. Donc, au-delà du Covid, ils ont eu des problèmes majeurs. Et donc, là, il y a eu une grosse réorganisation de toute l'équipe qui travaille sur notre secteur. Ils se sont mis en ordre de bataille et vous devriez commencer à les revoir sur le terrain, là, dans le courant du mois de mai-juin. Okay. Et j'étais ce matin à Flyos, qu'on a discuté avec Madame le maire. En fait, sur la zone nord, on a des milliers de poteaux qui supportent nos artères. Et si je prends le cas de Flyos, par exemple, j'ai 3000 foyers, 3000 locaux à couvrir en fibre et j'ai 3500 poteaux. Et on estime, il faut étudier chacun de ces poteaux pour vérifier qu'ils pourront supporter la charge, et on estime qu'il faudra changer environ 40% des poteaux. D'accord. Et donc là, ils se sont mis en ordre de marche pour commencer à changer tous ces poteaux. Ils ont fait toutes les études et vous allez les revoir sur le terrain. Ok, merci beaucoup. C'est juste monstrueux. Sur Bargemont, je crois qu'il y en a plusieurs milliers aussi. Oui, il y a plus oui, en effet, c'est pas du plat par chez nous, donc il y a plus de poteaux que de foyers. Merci. Juste pour vous dire, dans les ambitions de l'État, à la différence des autres pays européens, l'ambition de l'État a été dès le début de partir sur une solution 100% fibre. Souvent, on écoute que les Allemands, ils ont de très bons débits. Oui, parce qu'ils ont mis en place des NRA MED, c'est-à-dire qu'ils ont apporté les équipements de collecte ADSL au plus près des foyers, mais pour autant, ils n'ont pas la fibre optique. Nous, en France, on a fait le choix de construire un réseau 100% neuf pour qu'en 2025, 100% des foyers aient la fibre optique. C'est ambitieux, on passe de le tenir, mais je pense que ça sera un facteur de réussite pour la suite. Ok, merci pour vos réponses. On passe aux technologies peut-être, s'il n'y a pas d'autres. Je te laisse avancer. Alors, donc là, on a posé un petit peu le périmètre, le chapeau, notre terrain de jeu, et on va regarder un petit peu quelles sont les technologies qui sont disponibles tant sur les réseaux fixes que sur les réseaux mobiles. Sachant que des fois, les deux s'intercalent et se complètent. Alors, attends, oui, j'appuie à un endroit, mais voilà. Alors, juste un tout petit mot, parce que quand je vais vous voir, mesdames, messieurs les maires, souvent vous posez la question du service universel. Alors, l'État, il a des ambitions en termes de service de débit. Pour autant, jusqu'à il y a encore très peu de temps, le service universel ne concerne qu'un service minimum en termes de téléphonie fixe sur tout le territoire. Et ce service universel, il était donné à Orange. Et il n'y a aucune notion et aucune obligation pour quelque opérateur que ce soit d'offrir du très haut débit.
Donc, c'est un petit peu antagoniste, c'est-à-dire que l'État a une politique de très haut débit. Pour autant, dans son service universel, il n'y a même pas de haut débit. Donc aujourd'hui, et c'est encore comme ça à l'heure où je vous parle, le service universel ne concerne que la partie téléphonie et l'opérateur de service universel en France est toujours le groupe Orange. Et pour amener le service universel, c'est-à-dire une ligne de téléphone, l'opérateur, donc Orange, a le droit de choisir la technologie qui sied le mieux à la configuration du terrain. Ça pourrait éventuellement être du cuivre dans 95% ou 99% des cas. Ça pourrait être de la fibre optique lorsqu'on va être sur des villes 100% fibre, sur des immeubles 100% fibre. Et puis, lorsqu'on est sur des zones, on parlait de Bargemont tout à l'heure, Flyos ou autre, Arctique peut-être, et bien là, ça sera peut-être du satellite. Et on aura une solution de service universel en satellite. Je voulais juste faire ce petit aparté pour vous dire quand même que le service universel aujourd'hui ne concerne que la téléphonie fixe. Et maintenant, je vous parle de haut débit. Quels sont les moyens d'accès à la téléphonie donc et à Internet? Donc là, on est bien au travers de tout ce que je vais vous parler, donc de la partie fixe et des réseaux filaires. Donc, autrement dit, comment je fais pour avoir une box à la maison et quels vont être les moyens d'adduction de cette box? Alors, bien évidemment, il y a l'historique, il y a notre bon vieux réseau cuivre qu'on a déployé, comme le disait Laurent, depuis les années 70, initialement pour faire de la téléphonie. Et maintenant, on lui demande de faire tout plein de choses. Il y a du câble. Alors, il y a peu de communes sur le Var qui sont concernées. Il y a La Valette, il y a Toulon, il y a un petit peu Fréjus. Il y a la fibre, bien évidemment, qui est en train de prendre le pas petit à petit sur le cuivre. Et puis après, il y a des solutions un peu palliatives de type THD radio. Donc ça, c'est du hertzien. C'est déployé par VAR très haut débit. On peut avoir de la 4G fixe, donc où on va remplacer en fait l'adduction par une carte SIM qu'on va mettre dans la box. Donc ça, chacun des opérateurs le font. Et puis, il y a le satellite. Alors, on va voir que le satellite, c'est une solution aussi assez intéressante parce que si les réseaux terrestres augmentent en débit, en même temps, les réseaux satellitaires augmentent également en débit et proposent des solutions tout à fait comparables à un prix tout à fait comparable à ce qu'on va trouver en réseau terrestre. Alors, la technologie ADSL, comme je vous le disais, c'est assez simple. On part du central téléphonique et on va raccorder un logement, qu'il soit dans un immeuble ou dans une maison, par une paire de cuivre. Et vous avez continuité de cette paire de cuivre entre le central téléphonique et le téléphone dans votre maison. Le problème, c'est que le signal s'atténue tout au long de la longueur de la ligne. Donc, plus vous êtes loin, moins vous aurez de débit. Et à partir de 5-6 km, vous n'avez quasiment plus aucun débit. Les contraintes, c'est que c'est un entretien qui est complexe parce que c'est de la connectique, c'est électrique, donc c'est soumis à tout ce qui va être connectique, donc du verre de gris, les soudures, les machins, etc. Lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait soleil, les contraintes de température. Et son gros avantage, bien évidemment, comme il s'appuie sur le réseau téléphonique déployé il y a 50 ans, il est quasiment partout en France. Donc ce réseau cuivre, on l'a fait évoluer. On a mis de la DSL, ensuite on a mis de la DSL 2+, et puis après du VDSL, et on arrive à tirer pratiquement jusqu'à 100 mégabits par seconde lorsqu'on se situe à proximité d'un central téléphonique. Mais après 5 km, on n'a quasiment plus rien. Donc, ce qu'on peut faire en pérennisant ce réseau cuivre, c'est ce qui a été fait sur une trentaine, sur 40 et quelques sites sur le Var, c'est qu'en fait, on va amener un petit central téléphonique dans le quartier. Je pense à Bormes-les-Mimosas, qui en a mis 9 ou 10. Je pense à Pont-Évès, je pense il y en a un petit peu partout, répartis sur tout le territoire, sur Sainte-Maxime, au Bossé. Voilà, en fait, on va installer une petite armoire à côté de l'armoire de répartition et on va tirer la fibre optique jusqu'à cette sous-répartition et après, on réutilisera la partie cuivre existante. Alors ça, c'est relativement intéressant parce que ça permet déjà d'apporter la fibre au plus près en vue d'un déploiement final. Ça se rapproche donc du réseau FTTH.
Et puis, sur la partie terminale qui est souvent la plus complexe, eh ben, ça permet de réutiliser le réseau cuivre existant. Les débits, ils sont pas mal, mais par contre, ils concernent un petit nombre de logements. Et surtout, en fait, c'était des offres qui étaient réservées sous certaines contraintes réglementaires. Donc, il fallait avoir tant de lignes avec inférieur à 8 mégas. Et donc, c'était relativement contraignant. Et surtout, il y avait des appels d'offres. Et quand même, c'était relativement cher. La moindre armoire, c'était aux alentours de 100 000 euros. Et des fois, 100 000, 150 000 euros. Et des fois, pour un résultat quand même qui n'apportait pas toutes les attentes, qui ne donnait pas tous les résultats. Mais c'est une solution qui a été déployée en Allemagne. C'est le choix qui a été fait par l'Allemagne. Alors, sur vos territoires, vous allez entendre parler donc de NRA, donc nœud de raccordement abonné, montée en débit, ou zone d'ombre. Zone d'ombre étant les plus anciens, vous allez retrouver ça sur le Muy, sur Villeauban, sur Draguignan, mais il y en avait aussi à Villecroze, enfin il y en avait un petit peu partout, Châteaubert. Donc ça, c'est une solution qui a aussi été mise en œuvre dans le cadre du schéma d'aménagement du numérique pour attendre l'arrivée de la fibre optique. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'entretien de la fibre optique, l'entretien du cuivre coûtait énormément cher. Aujourd'hui, nous avons 536 000 lignes en service sur le Var, sachant que quand je suis arrivé il y a 5 ans, il y en avait pratiquement 50 000 de plus. Moi, j'ai arrondi un petit peu, mais on a perdu en 5 ans 40 000 lignes, donc pas loin de 10% du nombre de lignes, et pour autant, il faut faire l'entretien de ce réseau. Ça repose sur 224 centraux. C'est non négligeable, on a 153 communes, on a 224 centraux, et il y a donc 44 montées en débit ou NRA zone d'ombre. Je vous ai donné le nombre de centraux dégroupés, c'est important parce que ça veut dire que tous les fournisseurs d'accès sont venus installer leurs équipements et peuvent proposer la totalité de leurs services, ce qui n'est pas le cas lorsque les centraux ne sont pas dégroupés. Ayez bien en tête que c'est bien le fournisseur d'accès qui demande à dégrouper le central, c'est-à-dire qu'il va installer ses équipements et en général tirer une fibre optique jusqu'au central téléphonique. Sur le Var, on a cette chance, c'est que 99,7% des lignes sont sur des centraux modernisés, c'est-à-dire avec les dernières technologies d'équipement de collecte ADSL. On n'a pas une mauvaise éligibilité ADSL. On est à 99,9% éligible au 512. Bon, vous me direz qu'avec 512, on ne fait pas grand-chose. Mais on a quand même 8 foyers sur 10 qui sont éligibles au 8 mégas, ce qui est déjà pas mal. Et d'ores et déjà, on a 51% qui sont éligibles aux 30 mégas, c'est-à-dire qui sont en très haut débit. Autre chiffre également, donc 94% des lignes sont éligibles à la TV NUM. Ça veut dire qu'il y a à peu près 4 mégabits, donc 94% des foyers qui ont du 4 mégabits à la maison. Voilà la photo du cuivre, donc notre bon vieux réseau cuivre existant. Maintenant, on va parler de fibre optique. Donc, je pense que vous avez entendu parler de FTTH, Fiber to the Home, donc l'acronyme anglais, donc qui, comme son nom l'indique, a été un réseau qui initialement a été déployé pour aller raccorder les maisons. Petit à petit, il a été étendu pour aller raccorder les professionnels, puis les entreprises, et au fur et à mesure, pratiquement tous les 2-3 ans, en fait, les règles d'ingénierie évoluent, ce qui explique aussi que le réseau a pris du temps à être déployé. Donc le débit, bah là, de toute façon, là, il n'y a pas photo, hein, Laurent en parlait tout à l'heure. Quand on voit qu'en général, la DSL 2+, il plafonne à 20 mégas pour les lignes les meilleures, les plus courtes. Aujourd'hui, sur de la fibre optique, on peut atteindre 2 gigabits par seconde. On pourrait aller bien au-delà, mais de toute façon, on n'en a pas l'utilité car on n'a pas les services associés. Les contraintes, c'est un réseau qui est entièrement neuf, vraiment entièrement neuf, déployé par un opérateur d'infrastructure, dont on a parlé tout à l'heure.
C'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi ça prend beaucoup de temps? Parce que la première chose à faire, c'est déjà d'aller faire un relevé de boîte aux lettres de l'ensemble des maisons, des locaux présents sur les communes. On fait des poches de 350. On essaie d'installer une armoire pour ces 350 logements. C'est là où, en général, on vient vous voir pour les permissions de voirie. Et ensuite, on déploie donc toute la distribution entre cette armoire et les logements. Donc, c'est relativement long. L'avantage, c'est que c'est le réseau cible, et c'est le réseau qu'on utilisera pour les 30 à 40 prochaines années, parce qu'on ne voit pas aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait le concurrencer en termes de réseau filaire. Alors souvent, on se demande où est-ce qu'on peut avoir des informations concernant le réseau fibre. Alors il y a un réseau qui est extrêmement bien fait, c'est fait par l'ARCEP. Il faut le dire, leur outil est très très bien fait. Donc je vous ai mis l'adresse, le site mail. Donc c'est cartefibre.arcep.fr. Et lorsque vous zoomez, vous pouvez même descendre jusqu'à la taille des armoires, jusqu'à les zones arrière des armoires. Donc, c'est relativement bien fait. Le seul inconvénient que je lui donne, c'est que, comme vous le voyez ici, les données ont entre 3 et 5-6 mois de retard. Donc là, vous avez les données au 31 décembre 2020. Donc, sachant qu'on est quand même le 18 mai aujourd'hui, c'est pas super récent. Là, je vous donne donc les chiffres sur la vision d'Orange. Moi, en tout cas, celle que j'ai. Donc, ça, c'était les dates au 30 avril. Donc, je rappelle, environ 840 000 lignes qu'on a identifiées, alors que dans le cadre des logements INSEE, on était aux alentours d'à peine 700 000. Donc, vous voyez, il y a quand même 140 000 lignes de plus que ce qu'on avait prévu de faire initialement. En termes de raccordables, aujourd'hui, on est à 430 000. Donc, c'est-à-dire qu'on a quasiment une ligne sur deux aujourd'hui qui est éligible à la fibre. Ce qui est pas mal. Hein. Souvent, on s'est entendu dire que le Var était très, très en retard sur le déploiement de la fibre. Je pense qu'on est en train non seulement de rattraper, mais de dépasser un certain nombre de nos collègues. Et ce n'est pas Laurent qui habite les Alpes-Maritimes qui me dira le contraire. Donc, il y a une possibilité aussi, c'est d'aller voir sur réseau.orange.fr couverture réseau, la carte de couverture fibre, et ça vous permet de voir en temps réel toutes les lignes qui peuvent être éligibles à la fibre. Je pense que chaque opérateur le fait également. Là, je vous ai mis une petite photo aussi sur le déploiement, donc sur le RIB Var. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit que toutes les EPCI, que ce soit la Provence verte, que ce soit la Provence Verdon au nord, que ce soit Cœur du Var, que ce soit, enfin tous, je ne vais pas tous les citer, la Sud Sainte-Baume qui est cher à Laetitia, le Golfe, le Pays de Fayence. En fait, on retrouve toutes les EPCI sont aujourd'hui concernés par le déploiement de la fibre optique avec Var très haut débit. Vous pouvez aller voir donc le déploiement plus finement sur le site de Var très haut débit en testant votre éligibilité. Et là, je vous ai mis une petite photo qui vous donne en fait tous les tas que vous pouvez retrouver. Alors là, c'était bien parce qu'en fait, on a donc ceux-là, ils sont disponibles à la commercialisation, raccordement en cours, donc ça ne devrait pas trop tarder. Les travaux sont en cours et là, ils sont juste en étude. Donc là, il va falloir attendre un petit peu plus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie fibre. Alors, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, donc quand on parle réseau fixe, on a souvent tendance à penser uniquement cuivre et fibre. Sauf que les technologies ont énormément évolué au cours de ces dernières années et on peut avoir donc des solutions palliatives très très intéressantes. La présentation que je vous fais aujourd'hui, je n'aurais pas pu vous la faire il y a 10 ans, en tout cas je vous aurais dit des bêtises. La 4G fixe n'existait pas il y a 10 ans, déjà et d'une.
Le satellite, il y a 10 ans, c'était le tout début. Et pour ceux qui avaient pris des solutions satellitaires, au début, en fait, c'était télé et Internet. Et souvent, la télé prenait le pas sur Internet et du coup, vous aviez des débits très, très mauvais. C'est quelque chose qui a évolué. Et maintenant, aujourd'hui, on a des solutions vraiment très, très stables. Donc, que ce soit le satellite, la 4G fixe. Et puis, on a cette spécificité sur le Var dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a quelques communes ou regroupements de communes qui sont aujourd'hui éligibles au très haut débit radio par l'intermédiaire donc du RIPAR et de la société Xilan. Voilà. Alors, juste pour vous dire, peut-être que certains d'entre vous ont déjà testé les solutions de type Nordnet. Là, on est sur des satellites dernière génération. Hein. Quand je vous dis dernière génération, c'est toute dernière parce que l'offre elle a été divulguée en tout début d'année. On est sur du 100 mégabits en téléchargement, donc ce qui est quand même relativement intéressant. Possibilité d'avoir bien évidemment la télé, le Internet et la téléphonie. Le point un peu négatif, c'est qu'il y a un investissement nécessaire de la part du particulier pour la parabole, qui peut être prise en charge partiellement par les offres de l'État. Et l'avantage, c'est que où que vous soyez, de toute façon, vous êtes éligible au satellite. Donc, c'est vraiment une solution assez intéressante. Il faut juste avoir de l'énergie quand même pour pouvoir raccorder le décodeur. La 4G fixe, donc comme son nom l'indique, en fait, c'est des liaisons au travers d'une carte SIM, avec une carte SIM qui est installée dans la box. Aujourd'hui, les débits ils sont limités de 8 à 20 mégabits. La contrainte, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de service universel associé. L'éligibilité, elle est à vérifier, parce que suivant où on se trouve, des fois, on peut croire que ça marche et des fois, ça ne marche pas. Donc, il faut aller vraiment tester. Il faut prendre un kit, l'installer à la maison. Et puis, si jamais ça ne marche pas, vous le ramenez. Et puis, l'autre problème aussi ou contrainte que je vois, c'est qu'il n'y a pas de bouquet TV. Et l'avantage, c'est que ça peut être une solution d'appoint pour permettre d'avoir de l'Internet à la maison. Donc, si on veut garder, par exemple, si on a une ligne à 4 mégabits à la maison, on garde sa ligne sur sa box et comme ça, on peut regarder la télé. Et par contre, on utilise sa liaison 4G pour faire de l'Internet et télétravailler. Aujourd'hui, sur le Var, pour le groupe Orange, ce sont 104 000 lignes, donc inférieures à 8 mégabits, réparties sur 116 communes dont vous avez la carte sous les yeux. Voilà. Et puis donc la spécificité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que le très haut débit radio, donc c'est une solution qui a été déployée par VAR très haut débit, donc avec la société Xilan. Le débit peut atteindre jusqu'à 30 mégabits, donc c'est pas mal. C'est une éligibilité aujourd'hui à vérifier, donc il faut aller sur le site de Xilan. La contrainte également que j'y vois, c'est que vous avez un seul fournisseur d'accès qui est Xilan. Et les avantages, c'est que vous avez également une offre triple play et vous avez une prise en charge partielle, donc à hauteur de 150 € pour l'installation du matériel. L'offre triple play, tu peux peut-être rappeler ce que c'est? Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça. Alors, l'offre triple play, je l'ai peut-être dit un petit peu rapidement tout à l'heure. L'offre triple play, elle est là. C'est le téléphone, la télévision et Internet. D'accord? J'ai une question. Oui, allez-y. Vous parliez du débit des antennes 4G, là, juste à la slide d'avant. Et vous parliez jusqu'à 20 mégabits, mais c'est bien plus que ça, non, normalement, non? En fait, souvent, c'est un peu limité justement pour ne pas faire écrouler les antennes. Donc, c'est pour ça qu'il y a une limitation du débit. Mais effectivement, si vous êtes tout seul à utiliser ce service-là, vous pouvez aller forcément au-delà. Oui.
D'accord, parce que je viens de faire le test là direct et effectivement, on est largement au-dessus. Enfin, du moins quand on est tout seul. Enfin, voilà. S'il n'y a qu'une personne qui utilise, hein, voilà. Mais là, vous l'avez testé avec votre téléphone mobile? Oui, avec le téléphone mobile, oui. Ouais, mais le téléphone mobile, il n'est pas limité. Alors que sur la box 4G, on peut avoir une limitation du débit. D'accord, sur les box, voilà, les box 4G qui sont, Eh oui. qui sont fournies. D'accord, ok. Donc là, elles sont bridées, quoi, on va dire ça comme ça. Oui, c'est pour éviter qu'elles prennent toute la bande passante avec les D'accord, mobiles. ok. Ah ouais. Ouais, parce qu'avec les téléphones mobiles, oui, c'est vrai qu'on est largement au-dessus. Voilà. Ouais, bah, souvent, on peut avoir du 150, du 200. Hein. Voilà, je fais un petit test en pointe à 96, ouais, donc ça marche bien, du moins à Bargemont. Voilà. Et donc, dernier slide sur cette partie, donc c'est le très haut débit radio. Donc là, en fait, vous avez la carte, donc carte que j'ai extraite du site de var-hautdébit.fr en attendant la fibre. Et là, vous avez la carte des communes qui sont éligibles au très haut débit radio. Donc, on va avoir du Cotignac, on va avoir là-haut, on va avoir Vinon, on va avoir du Artigues, voilà, là sur Sainte-Baume, Cœur du Var, enfin voilà toutes les zones sur lesquelles vous pouvez avoir accès à ce débit-là. Enfin, quand je dis vous, c'est vos administrés. Et je vous ai mis également donc le contact Xilan pour avoir plus d'informations. Contact qui m'a été remis par Jean-Pierre Séval du département. Alors, je pense que là, j'en ai assommé plus d'un. Alors, il y a pareil, toujours sur le site de l'ARCEP. L'ARCEP, ils nous tapent dessus, mais par contre, ils font des beaux outils. Donc, il y avait la carte fibre et ils ont fait un outil donc, qui est tout récent, là, qui s'appelle Ma connexion à Internet et qui permet de voir à votre adresse. Alors, normalement, on devait aller à Trans-en-Provence. On a failli se voir à Trans-en-Provence. Donc, j'avais sorti Trans-en-Provence. Et il vous permet de voir, en fait, tous les services ou tous les accès qui sont disponibles. Donc là, sur cette extraction-là, vous voyez la fibre, le DSL. Mais si on descendait un petit peu, on verrait aussi les offres 4G, par exemple. Donc, c'est plutôt très bien fait. Alors, comme souvent avec l'ARCEP, le seul souci que j'y vois, c'est qu'il n'est pas complètement à jour, parce que là, les données, elles datent du 30 septembre. Donc, elles ont même 9 mois de retard, 8 à 9 mois de retard. Mais autrement, c'est vraiment bien foutu. Et vous tapez votre adresse et vous pouvez voir, opérateur par opérateur, ce à quoi vous pouvez avoir. C'est vraiment très bien fait. Les outils de l'ARCEP sont très bien faits. Allez, j'en ai fini avec le fixe. Peut-être qu'on se fait une partie question et on attaque sur la mobilité après. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie? On va attaquer alors la suite, Olivier. Oui, on va continuer. Je vais prendre la main. Je peux intervenir? Oui, allez-y. Oui, bonjour, excusez-moi, monsieur Escayas, Gagnère. Je voudrais revenir sur la diapo que vous avez diffusée, numéro 24, où vous parliez des blocs directement de la fibre branchée sur le domicile. Si je peux me permettre, c'est quelque chose un jour qui pourra revenir peut-être à la question. À ce sujet, il y a beaucoup d'intervenants qui viennent brancher directement en faisant des trous dans les façades. Je dirais, je pourrais me permettre de dire un petit peu n'importe quoi. Est-ce qu'il peut y avoir un recadrage de fait dans ce domaine? C'est-à-dire qu'à partir de votre pastille verte, à partir du boîtier où la fibre est disponible, il y a beaucoup d'opérateurs qui ne cherchent pas à comprendre ce qui est le câble et qui montent directement à l'aplomb de la fenêtre ou qui font un trou, qui font passer le câble. C'est un souci, si tu veux, je vais répondre, Olivier. C'est un souci que les opérateurs ont perçu. Autrement dit, il y a l'opérateur d'infrastructure qui amène effectivement jusqu'au point de branchement et après, c'est le fournisseur d'accès Internet qui est censé tirer les derniers mètres. Et c'est vrai que là, il y a pas mal de fournisseurs d'accès Internet et il y a beaucoup de sous-traitants qui interviennent pour ces différents fournisseurs d'accès Internet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le Far West, je ne vous le cache pas. L'ARCEP, d'ailleurs, en est conscient, les opérateurs aussi. Et donc, il y a une mission en cours, là, actuellement, pour définir
les règles du jeu avec possibilité de prendre des photos avant, après, de manière à éviter ces débordements. Parce qu'on se rend compte qu'il y a souvent effectivement des choses qui sont tirées de manière un peu sauvage, que ce soit sur les façades ou à travers de la rue ou autre. Et ça commence à devenir, et vous n'êtes malheureusement pas le seul à nous faire remarquer ce genre de désagrément. Donc c'est vrai qu'on on s'est rendu compte que ce problème était devenu prégnant, et on est en train de regarder quelles sont les règles du jeu que l'on peut mettre en place au niveau des fournisseurs d'accès Internet pour qu'ils prennent la responsabilité effectivement de ces travaux de raccordement terminaux. Et c'est quelque chose donc qui devrait s'améliorer dans les mois qui viennent. Il y a quelques expérimentations à base de, comme je vous dis, de photos avant-après. Mais aujourd'hui, je reconnais que c'est difficilement contrôlable, en particulier pour Orange quand c'est des fournisseurs d'accès Internet tiers. Hein. Nous, on a déjà parfois du mal à maîtriser nos propres sous-traitants, et donc c'est quasiment impossible avec l'ensemble des autres. Donc là, il faut que vous signaliez. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours qui est intervenu, que ce n'est pas toujours effectivement la responsabilité d'Orange si c'est un raccordement final. Aujourd'hui, on a une législation aujourd'hui qui fait que ce n'est pas l'opérateur déployeur qui fait le raccordement final, mais c'est l'opérateur commercial, ce qu'on appelle le mode stock. Et ce mode stock, voilà, qui donne la responsabilité aux fournisseurs d'accès de raccorder, il a ce défaut aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vérification de la qualité des travaux faits, en particulier ce que vous décrivez, tiré en façade de manière un peu sauvage. Donc on a ce problème. L'ARCEP, il travaille avec les opérateurs, mais on n'a pas de solution malheureusement immédiate. Si c'est quelque chose que vous signalez, et si c'est Orange qui est le fournisseur d'accès Internet, à ce moment-là, vous pouvez revenir vers Olivier Daguillon, et on investiguera et on demandera effectivement à notre sous-traitant de refaire le travail. C'est malheureusement pas toujours un partenaire d'Orange. Donc, je vais compléter parce que ça va un petit peu au-delà de ce que tu dis, Laurent, c'est que on n'est pas sur la partie armoire, on est bien sur la partie finale, que ce soit sur la façade, voire dans les immeubles. Aujourd'hui, en tout cas chez Orange, les partenaires ont interdiction de percer. Ils ont interdiction de percer. C'est au client de mettre à disposition une infrastructure qui permettra de tirer la fibre. Et ça évite beaucoup de choses. Et c'est une discussion qu'on a eue il n'y a pas très très longtemps justement avec Evelyne. Et je dis, alors je crois que c'était pour la Motte, ou je ne sais plus quel village c'était là, sur lequel on s'était appuyé. Moi, je me demande si aujourd'hui, on ne peut pas essayer de voir aussi avec nos administrés pour leur dire, attention, vous faites installer la fibre, vous avez la fibre qui est disponible. Par contre, veillez à la bonne réalisation des travaux. Quand c'est sa maison, je pense que la personne, elle va faire attention. Elle va faire attention que le trou il soit percé comme il faut, ou des choses comme ça. Peut-être que quand on est locataire ou là on veut avoir la fibre et puis il faut que ça passe quoi. Je sais, j'ai pas de solution miracle, mais aujourd'hui clairement nos partenaires ont interdiction absolue de faire le moindre trou. D'accord. C'est justement la question que je vais vous poser. Si nous-mêmes on pouvait faire de la prévention auprès de nos administrés, donc d'un point de vue, vous avez répondu à la question justement. Moi, franchement, c'est la seule solution que je vois. C'est la discussion qu'on a eue avec Evelyne, même si elle veut témoigner, mais on en a parlé il y a 10 jours avec Evelyne. Je ne vois pas. On ne peut pas être derrière tout le monde. Et qui plus est, déjà, derrière les miens, on a du mal. Mais derrière ceux de Free, Bouygues et SFR, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils interviennent. Mais normalement, on ne fait jamais un trou parce que on voit le trou qu'on fait, mais on ne sait pas ce que ça va donner de l'autre côté. Donc, non, sensibiliser les éléments, à mon avis, est la bonne solution. Mais en tout cas, merci pour la question. Et merci de votre réponse. On va poursuivre parce qu'effectivement, l'heure tourne et qu'il y a encore pas mal de choses à voir. Donc, sur la partie mobile, puisqu'on en étiez à la partie mobile, donc on a vu les technologies mobiles. Je voulais revenir sur la partie fixe, pardon, on a vu les technologies fixes. Je voulais revenir sur la partie mobile. Vous savez que
le téléphone mobile, je dirais moderne, hein, est apparu, effectivement, le GSM est apparu dans les années 90. Et tous les 10 ans environ, il y a une nouvelle génération de mobiles qui est sortie. Donc c'est vrai que la génération de GSM 2G permettait de téléphoner, d'envoyer des SMS. La 3G commençait à... on pouvait commencer à consulter ses mails, hein, quelque part, mais la 4G a permis effectivement de pouvoir regarder la télé et regarder des vidéos. Tout ça parce qu'effectivement, on a petit à petit, comme sur le réseau fixe, augmenté significativement les débits. Donc c'est vrai que cette technologie effectivement numérique qui est apparue à partir de la 3G a permis effectivement de commencer à accéder à Internet. Donc vous voyez, avec des débits d'environ 1 mégabit par seconde à l'époque, on est passé après avec différentes évolutions de la 3G à 10 mégas jusqu'à 40 mégas. Et la 4G, donc comme ça a été dit, hein, vous avez fait un test tout à l'heure, vous étiez à 96 mégabits. Aujourd'hui, voilà, on considère qu'en 4G, on peut avoir des débits entre 50 et 150 mégabits par seconde. La difficulté quand même de la 4G, contrairement à la fibre, c'est que la bande passante disponible, elle est partagée. Et donc, plus vous aurez de personnes sur une antenne mobile, plus le débit sera faible. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on n'a pas l'assurance d'un débit constant. Ça dépend du nombre d'utilisateurs et de la type d'utilisation qui est fait. Donc la 4G, on a commencé à la déployer dans les années 2011-2012. Aujourd'hui, 10 ans après, comme je vous dis, on est à plus de 99% de déploiement. Le pourcent restant étant effectivement tous les antennes multi-opérateurs du New Deal mobile qui sont toujours mises en place. Alors, on a parlé effectivement d'une génération 5G hein, qui est arrivée l'an dernier. Il y a eu des enchères donc, qui ont été lancées par le gouvernement qui permettent effectivement une nouvelle génération, c'est une nouvelle technologie qui va permettre encore plus de débit, hein, qui va permettre des débits, mais pas seulement des débits plus importants, qui va effectivement permettre d'autres choses. J'y reviendrai. Si tu passes à la slide suivante, ce qu'il faut savoir quand même, c'est en termes de mobile. Je sais que certains nombre d'entre vous peuvent être confrontés à effectivement des riverains, des administrés, des riverains d'antenne qui sont un peu inquiets par rapport aux ondes, quoi. Donc là-dessus, il y a des choses qui existent, hein. Il y a des guides qui ont été faits, aussi d'ailleurs en collaboration avec l'AMF, sur tout ce qui est possible en matière de contrôle effectivement des antennes. Et on va vous montrer des sites après qui permettent de se renseigner précisément sur les implantations d'antennes pour faire des mesures, etc. Vous êtes effectivement, vous, commune, vous n'êtes pas responsable des déploiements d'antennes, hein, ce n'est pas une responsabilité qui vous incombe. Ce sont celles des opérateurs. Néanmoins, dès que nous avons à faire des travaux sur la voirie, nous sommes obligés de vous informer effectivement de ces travaux d'implantation d'antennes. Donc il y a des dossiers qui sont remis. Il y a des dossiers d'information mairie, d'ailleurs j'y reviendrai aussi pour la 5G. Donc vous êtes partie prenante dans la mesure où effectivement chaque opérateur qui veut implémenter une antenne doit effectivement vous faire une demande pour cela. Vous pouvez, si vous souhaitez, la refuser, mais il faut savoir que la plupart du temps, voilà, vous allez effectivement perdre devant les tribunaux si l'opérateur fait appel. Donc toutes les règles des guides de relations entre opérateurs et communes existent, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, vous pouvez le regarder, ça explique effectivement. Il faut savoir que certaines collectivités aussi profitent effectivement de terrains appartenant à la commune pour implanter des antennes et recevoir donc un loyer lié à cette antenne. Donc vous pouvez également être ce qu'on appelle bailleur, c'est-à-dire profiter effectivement des loyers de location, des emplacements où vous mettez des antennes, ça peut être une source de revenus pour certaines collectivités. Voilà. En tout cas, nous, on essaye de ne pas passer en force, hein, on ne fait pas les choses derrière votre dos. Chaque fois qu'il y a un projet d'antenne, vous êtes les premiers informés. Il y a un processus qui est suivi. Et voilà. Et si jamais il y a un souci, on est prêt, dans tous les cas, à intervenir, comme d'ailleurs, je pense, la plupart, enfin, nos 3 autres collègues opérateurs mobiles, pour informer la population des travaux qui sont faits, les rassurer, voire faire des mesures sur les antennes
comme ça va être, c'est possible. Si tu passes à la slide d'après, Olivier. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'il y a un site. Donc, on vous a donné pas mal de. La présentation est intéressante parce que vous voyez, vous avez beaucoup de références de sites web qui vous donnent l'information sur la fibre, sur l'éligibilité, les débits. De la même façon, vous avez un site qui s'appelle cartoradio.fr qui vous donne la visibilité de toutes les antennes déployées par effectivement les opérateurs sur votre territoire. Et ça donne ce carte radio. Quel est l'opérateur? Quels sont les opérateurs présents? Quelles sont les technologies présentes? Est-ce que c'est 5G, 4G, 3G, 2G, l'ensemble des technologies? Donc ça vous permet assez précisément de regarder effectivement ce qu'il en est. Ça vous permet même de voir s'il y a des mesures qui ont été faites, des mesures de puissance d'émission. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la législation donc, nous soumet à respecter des puissances maximum d'émission, hein, qui varient selon les technologies, mais qui s'expriment en volts par mètre, hein, qui sont de 45 à 60 volts par mètre en maximum. Il faut savoir que la plupart des antennes, des opérateurs, les nôtres et celles de nos concurrents, émettent plutôt autour de 3-4 volts, c'est-à-dire à des niveaux de puissance qui sont 10 fois inférieurs à ce que les normes de santé de l'ANSES nous fixent. Donc ça, c'est intéressant, ça vous permet quand même de voir la visibilité de vos antennes. Et vous avez de la même façon la possibilité de voir la couverture, donc ça, on ne parle pas en termes de puissance et localisation des antennes, mais là, l'ARCEP, toujours dans mon réseau mobile, vous donne la visibilité de quelles sont les zones de couverture, hein, de ces technologies. Donc vous pouvez choisir, voilà, là c'est un exemple en technologie 4G, vous pouvez dire en 3G, en 4G ou en 5G, et vous avez une cartographie donc, qui vous montrera quelles sont les zones couvertes sur votre territoire. Voilà. Et vous pouvez même choisir l'opérateur, puisque vous voyez qu'en bas à droite, vous avez effectivement les 4 opérateurs mobiles. Donc, comme l'a dit Olivier, hein, des cartes plutôt bien faites, pas forcément à jour du mois passé, hein, mais parfois de 6 mois, mais en tout cas, qui vous donnent une bonne information de base, quoi. Voilà. Et donc là, vous avez la vision, voilà, je parlais de 99%, effectivement, vous voyez que tous les opérateurs quasiment sont à plus de 98% de couverture mobile, hein, du territoire, avec certaines zones que vous voyez, la blanche, hein, qui, alors je ne sais pas si c'est effectivement le champ militaire, là au-dessus de Draguignan, là sur le plateau, probablement. Mais vous voyez que vous pouvez effectivement voir l'ensemble des antennes qui sont déployées par les opérateurs. Donc, dans le cadre en particulier du New Deal, on a effectivement une vision assez précise de l'ensemble des antennes. Donc, c'est accessible ça à vous-même et bien sûr à tous vos administrés. Je vais compléter ce que tu dis justement par rapport aux zones blanches, là, pour le coup. Et si jamais vous, commune, vous voyez que vous avez peut-être un secteur, alors là, on est sur la Londe des Morts, là, je crois que la Londe des Morts, voilà, on voit qu'il y a un petit secteur ici qui est en zone blanche. Bon, on zoome, on va regarder. Si vous voyez qu'il y a peut-être une nécessité, ça peut faire l'objet d'une demande d'un site New Deal. Donc, Voilà. il y avait Bargemont par là-haut, possibilité peut-être de mettre un site New Deal parce qu'on voit, parce que là, il y a superposition des quatre cartes de couverture. Hein. Couverture 4G par au moins un opérateur. Donc, on sait voir toutes les zones qui sont couvertes ou pas couvertes. Pardon. Voilà, sachant que voilà, on peut avancer, sachant que ces cartes, voilà, sont des cartes estimatives, hein, et que si on est à l'intérieur d'un bâtiment avec des murs très épais, etc., bah, il peut y avoir effectivement parfois des soucis de couverture. Donc là, voilà, vous avez les sites effectivement New Deal Mobile qui sont en cours de déploiement ou qui sont déjà en service. Donc vous voyez, si c'est déjà en service, c'est une étoile. Si c'est en cours de déploiement, c'est des petits carrés. Et donc ça vous permet de voir, voilà, sur toutes les zones sur lesquelles, dans le cadre du New Deal Mobile, les opérateurs déploient des antennes mobiles qui seront, comme je l'ai dit, mutualisées, c'est-à-dire que les 4 opérateurs seront présents sur chacune de ces antennes. Et donc, chaque semestre, on a effectivement de nouvelles antennes qui peuvent être… et grosso modo, on a 24 mois à partir du moment où la zone a été retenue par le gouvernement, enfin validée, enfin proposée par le département et validée par le gouvernement.
l'opérateur a 24 mois pour déployer cette antenne. Donc on a déjà 32 sites en cours de réalisation déjà mis en service, ce qui va venir renforcer bien sûr la qualité de la couverture mobile. Alors quelques mots sur la 5G, puisque je vous ai dit que j'y reviendrai. La 5G aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir transporter des débits de plus en plus importants et donc de plus en plus d'informations, il faut avoir des fréquences de plus en plus hautes. Donc la 4G, on était effectivement sur des fréquences entre 700 et 2,4 GHz, entre 700 MHz et 2,4 GHz. La particularité de la 5G, c'est que le gouvernement a vendu des licences donc, pour la bande des 3,4 à 3,8 GHz, ce qu'on appelle la bande des 3,5 GHz. L'avantage de ces fréquences hautes, c'est que ça permet d'avoir des débits encore plus importants. Par contre, plus on monte en fréquence, moins on va loin. Autrement dit, une antenne aujourd'hui 5G en 3,5 GHz va envoyer un signal moins loin qu'une antenne 2G ou 3G en 700 MHz. Voilà. On a beaucoup parlé, effectivement, vous savez qu'il y a un rapport qui est sorti, un rapport de l'ANSES, l'autorité de la santé, a sorti son rapport il y a quelques semaines sur la 5G, qui a montré que la 5G à 3,5 GHz n'avait pas plus d'impact sur la santé que la 4G. Il n'y avait rien qu'on pouvait démontrer par rapport à une 4G à 2,4 GHz. Donc là, le déploiement de la 5G aujourd'hui n'apporte pas effectivement de nouveaux dangers, de nouvelles contraintes. Donc ça, c'est important à savoir, quoi. Cette 5G, elle a été effectivement déployée, je vous l'ai dit, pour permettre de nouveaux usages, et en particulier avec l'augmentation au centre urbain de l'utilisation du mobile, du smartphone, pour tout un tas d'usages vidéo, on s'est rendu compte qu'on avait nos réseaux 4G qui risquaient de saturer dans les centres urbains, et donc on lance la 5G dans un premier temps pour désaturer cette 4G. Donc la premier objectif, c'est finalement permettre de pouvoir surfer à près de 100 mégabits par seconde sur son mobile en toute tranquillité. C'est le premier objectif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un cœur de réseau 5G qui est en construction, qui sera mis en service en 2023 et qui va permettre de toutes nouvelles choses, en particulier là où un réseau 4G permet d'avoir 60-70 personnes en même temps sur une antenne. Ce qu'on va avoir sur le réseau 5G, c'est la possibilité d'accommoder non seulement des personnes, mais aussi des capteurs, des objets, et d'avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de capteurs sur une même antenne. Et d'avoir effectivement une consommation minimisée, autrement dit, pour un même volume d'informations transportées, la 5G est beaucoup moins consommatrice d'énergie parce qu'elle focalise sur l'envoi de son onde sur le terminal, alors là où la 4G est arrosée de manière beaucoup plus large. Donc elle va être moins consommatrice, elle va pouvoir accommoder beaucoup plus de terminaux, et en particulier, j'y reviendrai sur tout ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est-à-dire la capacité effectivement de faire communiquer des capteurs de niveau d'eau, etc. Donc ça, c'est un des gros avantages de la 5G, elle va rentrer dans les usines avec la robotique, et surtout la 5G, je dirais mature de 2023, cœur de réseau 5G, va avoir des temps de réponse très très faibles. Et donc elle va permettre d'avoir des véhicules autonomes, d'avoir de la réactivité beaucoup plus forte. Donc c'est une nouvelle génération qui va permettre bien sûr plus de débit, mais aussi plus de réactivité et plus de terminaux connectés sur une même antenne. Et donc ça, les usages de la 5G sont encore à inventer et risquent d'être beaucoup plus larges, en particulier par rapport à tout ce qui est la notion de smart city, de smart ville, smart village. Juste un point sur les 26 GHz, c'est des bandes dites millimétriques qui ne sont pas encore octroyées, qui sont en étude et qui vont permettre de couvrir en 5G des centres commerciaux, des stades, des aéroports, des endroits extrêmement denses. Donc il y a des tests qui sont faits aujourd'hui, mais pour l'instant, ces fréquences ne sont pas encore octroyées. On en est tout juste à faire des tests sur la bande des 26 GHz, voilà, la bande dite millimétrique. Si on passe à la slide suivante, tout ce que vous voulez savoir effectivement sur la 5G est disponible dans ce guide que vous pouvez télécharger en format PDF, vous cliquerez sur le lien. Aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que les déploiements de la 5G ne nécessitent pas de nouveaux pylônes. Pour l'instant, on installe une antenne, une nouvelle antenne, qui est une antenne carrée en fait, là où il y avait des antennes qui étaient plutôt tout en longueur. Je ne sais pas si vous voyez ces antennes qui font à peu près 1,20 m de haut, là, les antennes 4G. Là, c'est des antennes
carré, ouais, qui doit faire à peu près 50 cm par 50 cm. Et donc, on installe ces antennes 5G avec l'électronique qui va bien sur les pylônes actuels. Donc, il n'y a pas de travaux. Néanmoins, nous fournissons des dossiers d'information mairie avant toute implémentation. On met en place, effectivement, on vous envoie à vous, communes, un DIM, un dossier d'information mairie, pour vous informer qu'une antenne 3G, 4G va bientôt accueillir de la 5G. Si on passe à la slide suivante. Donc, juste pour vous dire sur le Var aujourd'hui, donc on a démarré le déploiement de la 5G essentiellement sur TPM, comme vous pouvez le voir. Pourquoi? Pour la raison que je vous ai indiquée, c'est-à-dire que c'est pour apporter du débit et éviter une saturation de la téléphonie 4G. Donc, on est aujourd'hui présent sur 4 communes de TPM. On va en ouvrir en juin 2 nouvelles. On va arriver sur la CAVM probablement en juillet-août. Donc voilà, chaque opérateur ayant son plan de déploiement. Là, on vous montre celui d'Orange. Donc on déploie progressivement la 5G. On a effectivement un certain nombre d'années pour le faire. Voilà. Et la particularité, c'est qu'on déploie la 5G donc en 3,5 GHz, donc les nouvelles fréquences. Certains de nos concurrents déploient la 5G en 2,1 GHz, qui était la fréquence de la 4G. Il va s'afficher 5G sur votre téléphone, ça ne va pas apporter de débit supplémentaire, mais c'est effectivement déjà de la pré-5G, mais c'est la 5G à 2,1. Voilà. Il faut savoir, c'est que la 5G à 3,5 GHz, ça fournit des débits là, voilà, à 860 mégabits, donc on se rapproche du gigabit par seconde, là où la 4G dépassait rarement les 200 mégabits. Donc vous voyez que c'est des débits encore plus forts. Alors, il n'y a pas beaucoup d'usages à 860 mégabits par seconde sur son mobile, mais comme vous le comprenez, plus il y aura de gens qui utiliseront la 5G, voilà, ces débits après seront peut-être un peu inférieurs, mais au-delà de ces débits qui sont quand même très très impressionnants pour du mobile, on aura plus de rapidité et effectivement plus de terminaux qui pourront être connectés. Si on passe à la slide suivante. Juste pour dire, donc de toute façon, tu as parlé de la CAVM. Le pourtour méditerranéen sera la zone qu'on va déployer en priorité justement pour absorber ce flux, cette densité de mobiles qu'on a en général pendant l'été. Voilà, c'est le phénomène touristique aussi qui fait que les zones touristiques sont celles qui effectivement vont être renforcées en premier. Ok, slide suivante, Olivier, parce qu'on n'a plus qu'une demi-heure. Donc, on va accélérer un peu sur la partie. On va attendre un peu pour la série. Avant de passer à la maintenance, est-ce que vous avez une question sur la 5G, sur le réseau mobile? Voilà. Donc, pour compléter ce que tu as dit, donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, donc les opérateurs font le déploiement et maillent le département avec leurs antennes. Et c'est vrai que vous avez la main aujourd'hui via le New Deal pour nous dire à nous et aux autres, attention, moi là j'ai une petite zone d'activité où je vais faire un parc pour les enfants ou je ne sais pas, un parc d'activité, je ne sais pas, et je vais avoir des besoins en couverture. Donc ça peut nécessiter de faire une demande d'un site New Deal. Juste, voilà, vous avez la main maintenant aujourd'hui pour faire installer un site sur votre commune. Alors, je vais aller assez vite, je pense, sur ce point-là. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais vous parler de la maintenance du réseau, la modernisation donc, du réseau. Donc, vous avez bien compris que notre réseau cuivre, en fait, et puis les infrastructures qui le supportent, vont servir au déploiement de la fibre optique. Alors, ça, c'est des chiffres qui datent un petit peu, mais sur la France, 1 million de kilomètres d'artères, 50-50 aérien souterrain, 30 millions de lignes en France, sachant qu'on en perd, je vous dis, quelques pourcents par an, justement, au bénéfice de la fibre optique. Et combien de personnes aujourd'hui n'ont même plus de ligne fixe, gardent juste un mobile avec ce qu'ils ont. 15 millions de poteaux sur la France. Nous, sur le Var, on est pas mal, on en a quand même 215 000, donc, ce qui est non négligeable. Et donc, tout ça, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Ça, c'est des chiffres qui datent un petit peu, mais ils sont toujours d'actualité. On est toujours sur un budget annuel de 500 millions d'euros.
200 000 poteaux remplacés. Nous, sur le Var, on est sur 3 à 4 000 en maintenance préventive et à peu près 3 à 4 000 en maintenance curative, 2 à 3 000 en maintenance curative également. Et puis, donc, il y a des signalisations de dommages, et ça, c'est le point sur lequel je vais insister, parce que, en fait, vous êtes nos yeux sur le terrain, hein, c'est ce que je vous dis tout le temps, et c'est vous qui êtes à même de voir, en fait, si le réseau a été impacté. Alors, c'est bien un incident qui impacte une ressource physique, donc un des éléments du réseau, donc que ce soit un poteau, que ce soit des câbles, que ce soit des trappes, des armoires, et pour lesquels il n'y a pas obligatoirement de clients coupés. C'est pas là, par exemple, si je prends la photo, c'est pas parce que le poteau est penché qu'il y a des clients qui sont isolés. Par contre, il va falloir intervenir parce que le prochain camion qui va passer, à mon avis, il va emmener le poteau et il va emmener les câbles avec. C'est sur le réseau public. Et puis, c'est pour lequel le déposant, alors quel qu'il soit, hein, donc vous, pour le coup, ne peut pas communiquer le numéro de téléphone lié au dérangement. Typiquement, ce cas-là. Et puis, surtout, avec un critère de dangerosité. Donc, quand on vous demande s'il y a un danger, on parle bien de danger grave, c'est-à-dire qui parle de l'intégrité des personnes. Je veux dire, quand il manque le capot ici, les gens ne vont pas s'électrocuter. Hein. La DSL, c'est du 5 millivolts. Donc, vous risquez rien. Si c'était un capot électrique, ça serait différent. Mais là, sur des poteaux télécoms, vous risquez rien. Donc là, on est bien. Là, je pense qu'il y a danger grave parce que le poteau, à tout moment, il peut tomber et provoquer un accident. Donc, on a mis en place avec l'association des maires, il y a déjà, ça va faire 4 ans maintenant, je crois que c'était 2017, avec l'association des maires, donc un site qui s'appelle Signal Réseau, donc sur lequel en fait vous tapez le code INSEE de la commune et vous tapez votre mot de passe et vous pouvez déclarer les dommages. Et Orange, par l'intermédiaire de son président, a pris un engagement auprès de l'association des maires de France pour que 80% des dommages soient traités en moins de 30 jours. Aujourd'hui, toutes les mairies ne l'utilisent pas et pour celles qui l'utilisent, ils n'utilisent pas systématiquement non plus cet outil-là. Sur le Var, 10 500 dommages déclarés en 2020, c'est non négligeable. Par contre, il y a 2561 doublons, donc il me reste grosso modo 7000 dommages. Et quand on regarde sur ces 7000 dommages, c'est bien, vous en avez déclaré 30%. 2115. Par contre, sur ces 2115, vous avez utilisé seulement Signal Réseau dans 740 cas. Les délais de clôture, 44 jours de moyenne. Si je regarde ceux qui sont déclarés par les collectivités locales, 28 jours. Et lorsqu'ils sont déclarés par Signal Réseau, 25 jours. Donc, il y a une vraie plus-value aujourd'hui à déclarer un dommage via Signal Réseau. Si jamais vous avez perdu votre mot de passe ou si vous avez du mal à vous connecter, j'ai donné mon adresse mail tout à l'heure. Donc, vous pouvez me passer un mail et je vous répondrai sans aucun problème. Et juste pour information, donc voilà la répartition des dommages. Donc, on voit quand même qu'il y a beaucoup de câbles aériens et beaucoup de poteaux. Et ce qui me permet de faire la transition vers le slide suivant, c'est que l'année 2020 a été l'année de la Covid, mais ça a été aussi l'année des poteaux pour nous. On a eu une grosse crise de traitement des signalisations poteaux. On était monté à plus de 1200 instances de poteaux, c'est-à-dire pratiquement 2 ans de travail sur les poteaux. Donc, on a fait, comme certains autres départements, on a fait un plan de renforcement donc, du réseau sur le département du Var. Et ce plan de renforcement, donc, il a concerné plusieurs aspects. Donc, le plan poteau, dont je viens de vous parler, donc on était à 1200, on est descendu, on est aux alentours de 600 aujourd'hui. On continue de travailler.
des instances longues également, donc des vieux dommages qui ont perduré pendant un certain nombre de temps, de mois, donc qu'on est également en train de travailler. On a mis en place depuis quelques mois maintenant, on a mis en place une force d'intervention dédiée à tout ce qui est visuel, en particulier donc les capots, les câbles décrochés, toutes ces choses-là. Et donc, ils interviennent beaucoup plus rapidement. Ils peuvent faire un axe, enfin, on définit sur une ville, enfin, indifféremment. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on faisait déjà depuis longtemps à votre demande, hein, où je lance, en fait, je demande à nos experts de venir faire le tour de votre commune avec vos services techniques pour voir ce qui peut être fait. Alors, il y a des choses, des fois, vous me dites, là, il faudrait changer ça, il faudrait enlever ça. Il y a des choses qu'on peut faire, d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Mais ça permet au moins de regarder ce qu'il y a à faire. Et voilà, je vous ai mis quelques communes avec lesquelles on a bien travaillé là, ces derniers mois. Calas, Plan d'Ops en particulier, là, qui avait un réseau qui était un peu en difficulté, Plan de la Tour et d'autres, Mons par le passé. Enfin, il y en a plein d'autres. Donc là, c'est des pilotes experts qui viennent expertiser les zones. Et puis surtout, sur la partie équipe, en fait, on a renforcé nos équipes de boucle locale, donc le réseau. Et les 2/3 des recrutements qui ont eu lieu sur l'unité d'intervention du Var ont été consacrés aux techniciens de la boucle locale lors de ces 2 dernières années. Et voilà, tout ça pour vous dire que vous avez dû le voir d'ailleurs. On a beaucoup travaillé aussi. J'ai une équipe qui travaille essentiellement dessus, donc qui refait toutes les armoires. Alors ça, c'est des SR, mais on travaille aussi sur des armoires fibres. Donc, ça, c'est du cuivre, ça, c'est de la fibre. Là, on travaille sur la remise à niveau des centraux téléphoniques. Enfin bon, il y a plein de choses. Voilà, des boîtiers. Voilà, ça c'était avant. Après, c'est mieux quand même. Accélérer un tout petit peu, excuse-moi, mais on a encore beaucoup de choses à voir. Excuse-moi, Olivier. Voilà. Et je voulais mettre deux points à l'ordre du jour. Normalement, c'est pas dans le scope, mais vous en avez sûrement entendu parler. Ça fait longtemps qu'on en parlait, mais cette fois-ci, ça y est, c'est fait. On arrive au bout de notre dernier contrat avec l'industriel qui nous fournissait les poteaux bois. Et donc, la stratégie d'Orange a été donc de moderniser le génie civil aérien avec des appuis durables neutres sans traitement toxique. Ça veut dire concrètement qu'on n'utilisera plus de bois et qu'on va utiliser systématiquement donc des poteaux composites ou des poteaux galvanisés. Les règles actuelles, c'est que tout ce qui est construction de réseau, que ce soit pour le déploiement de la fibre optique, le déploiement du cuivre, le cas échéant, ou de la fibre pour de la clientèle d'affaires, se font sur des poteaux composites ou métalliques. Et lorsqu'on a encore du bois dans nos entrepôts, il est utilisé en curatif jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, je voulais vous prévenir. Autre question aussi qui m'arrive assez souvent, c'était pas très longtemps, André Asseni, pourquoi vous déployez la fibre sans déposer le cuivre? Parce qu'on ne peut pas le faire, déjà, et d'une. Il y aura une phase à faire. Donc, l'idée, c'est bien à terme de déposer ce réseau cuivre. Mais pour ce faire, il va falloir fermer commercialement le réseau cuivre. Et puis, il y a un prérequis, c'est que déjà, il faut que les villes elles soient 100% fibrées. Hein. Tant que les villes ne seront pas 100% fibrées, on ne pourra pas arrêter le cuivre. Et donc, il y a pas mal d'expérimentations qui est en cours. Alors, sur le Var, on n'en a pas, mais il y a 2 communes des Alpes-Maritimes qui vont commencer en expérimentation. Nous, peut-être qu'on en aura une ou 2 aussi qui va commencer, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis, donc, il y a 3 phases qui vont devoir être mises en œuvre. Tout d'abord, l'arrêt de la commercialisation du cuivre. Donc ça, c'est en cours d'expérimentation à Lévis-Saint-Nom dans les Yvelines depuis fin 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous demandez une ligne téléphonique, une box,
ben, quoi qu'il en soit, vous serez construit sur un accès fibre. Et puis, l'idée, c'est qu'il y ait au moins 10 millions de lignes qui soient basculées directement sur un accès fibre d'ici la fin 2020. Dans la foulée, il y aura donc l'arrêt du service. Donc, dans un premier temps, j'arrête la commercialisation, donc, justement pour arrêter de remplir la baignoire. Et puis après, je commence à vider la baignoire et je bascule les offres cuivre vers des offres fibres. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais commencer à déposer progressivement le cuivre. Et là, on va commencer à faire les premières expérimentations au deuxième semestre. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que concrètement, sur le terrain, ça ne se verra pas avant 2023 ou 2024. Et de façon très visible, à mon avis, avant la deuxième partie des années 2020, quoi. 2025 ou 2026. Donc, malheureusement, vous allez voir de la fibre en plus du réseau cuivre existant. Voilà, ça ne fait pas partie vraiment de la présentation qui était prévue, mais je voulais vous signaler ces deux aspects-là. Est-ce que vous avez des questions? On est conscient que ça fait beaucoup d'informations en peu de temps, hein, donc vous pouvez aussi digérer un peu tout ça avec les slides et puis revenir vers nous si vous avez des questions dans les jours qui viennent. Oui, là, on a plus qu'un quart d'heure. C'est ça. Je rappelle que le support vous sera envoyé juste après la réunion par Madame Casil, par l'AMF 83, et vous aurez l'occasion de revisionner par la suite le replay. Voilà, merci de ces précisions. Et je voudrais passer le quart d'heure qui reste sur les usages, parce qu'on a beaucoup parlé de technologie et réseau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces technologies, ces réseaux sont quand même au service de la communication. Et quand on parle à une collectivité, on parle bien sûr d'améliorer les relations que la collectivité a avec ses administrés. On parle aussi de l'attractivité de cette collectivité par rapport je dirais, aux touristes, au développement économique. On parle de l'optimisation des services et de la gestion des services de la collectivité. Et on parle aussi, bien sûr, de la protection des données qui sont existantes. Vous savez qu'un certain nombre de vos collègues ont été victimes ces derniers mois et années d'actes de cyberattaques, hein. D'ailleurs que ce soit des petites communes ou des très grosses. Donc personne n'est à l'abri non plus de ces attaques. Donc le numérique c'est bien, mais ça nous rend parfois fragiles. Donc quand on regarde aujourd'hui des communes digitales dans leur vie quotidienne, on pense bien sûr à l'accueil, à l'amélioration de l'accueil des citoyens. Alors ça peut aller de simples panneaux d'affichage et bornes interactives hein, qui sont pilotées et mis à disposition devant la mairie, dans les rues ou autres, jusqu'à des choses qui sont plutôt un concept de mairie 24/24, c'est-à-dire qu'à travers effectivement le site web de la mairie, il est possible de pouvoir offrir ces services, en permanence, y compris le week-end. On peut déposer, donc on a un portail de e-service. On peut gérer des prises de rendez-vous avec les élus, avec bien sûr les services de la mairie. Donc toute cette partie de gestion et d'amélioration de l'usage du numérique pour fluidifier et faciliter la communication avec les administrés, c'est quelque chose qui est, je dirais, l'étape 1 de l'usage du numérique pour la collectivité. Après, je dirais on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà de la simple ouverture de la mairie vers le web et vers le numérique, on peut développer des applications mobiles qui vont permettre effectivement d'aller plus loin à partir des données disponibles dans la mairie. Ça peut être les menus de la cantine scolaire, les ouvertures de la médiathèque, ça peut être les jours de passage des encombrants ou des choses comme ça. Ça peut être l'information même temps réel hein, sur l'heure de passage du bus, l'information sur la circulation, des embouteillages ou autres. Donc c'est comment effectivement on crée un lien permanent hein, et là-dessus, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir Nantes dans ma poche, ils ont été très loin dans l'information numérique et dans la valeur ajoutée numérique. Hein, dans Nantes dans ma poche,
je peux savoir que si je descends dans 3 minutes, il y a le tram qui va m'amener jusqu'à ma destination. Je peux savoir que j'ai 2 vélos en location possible encore qui restent à côté de chez moi. Donc on peut voilà, faire des choses assez statiques, simples, hein, mais on peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi, la personne peut se customiser l'information. Et il y a une seule application qui lui permet finalement d'avoir toute l'information que peut mettre à disposition la mairie, qu'elle soit culturelle, urgence, etc. Donc ça, c'est aller un cran plus loin, effectivement, dans l'échange numérique avec ses administrés. Alors bien sûr, il y a aussi comment la mairie peut elle-même gérer de manière plus numérique ses relations avec ses élus. Hein, c'est-à-dire que là, on est plutôt dans la gestion dématérialisée finalement des convocations de conseil municipal, des comptes rendus, des votes, etc., qui peuvent être mis à disposition. On peut avoir des signatures électroniques. Bien sûr, le conseil municipal en visioconférence avec tous les outils qui permettent néanmoins de voter, etc. Donc là, on est vraiment dans un usage, et c'est vrai que ça a été utilisé en particulier, j'imagine, peut-être par certains d'entre vous, dans cette phase de crise sanitaire. Mais en tout cas, c'est comment on utilise, non pas là vers mes administrés, mais plutôt au sein de mon fonctionnement avec mes élus, comment j'utilise le numérique. Voilà. Donc je ne vais pas passer, là c'est juste pour vous donner effectivement des idées hein, de là où le numérique peut venir impacter. Une autre dimension importante dans votre, si on passe à la slide suivante, une autre dimension importante dans le numérique, c'est l'attractivité par rapport aux touristes. Vous avez de la chance d'être dans un département qui est très attractif pour les touristes, hein, et chaque été, il y a énormément de touristes qui passent. Et donc là, on peut avoir, voilà, là je vous ai donné juste 3 exemples rapides, hein, entre des notions de parking intelligent où on peut être guidé, savoir effectivement s'il y a des places encore. Alors ça concerne peut-être les plus grosses des communes, là, mais ça vient d'être déployé par exemple par Ajaccio, un guidage avec disponibilité effectivement des places de parking. On peut avoir du Wi-Fi municipal hein, sur la place centrale du village qui permet effectivement à tout un chacun d'avoir de l'information et d'avoir en push même à travers ce Wi-Fi municipal les manifestations culturelles ou les lieux touristiques que vous pouvez promouvoir. Et on peut aller jusqu'à des circuits de balade numérique avec potentiellement réalité virtuelle, etc. Ça peut être l'occasion de mettre en visibilité le commerce au-delà des manifestations. Donc c'est mettre en valeur le patrimoine, les activités culturelles voilà, de la collectivité, où là c'est à la fois effectivement vers les administrés, mais aussi les touristes. Une autre dimension qui est extrêmement importante, hein, qui est aujourd'hui la capacité à doter vos agents d'outils numériques. Et pourquoi ça? C'est qu'aujourd'hui, avec un simple smartphone, eh ben, on peut être localisé si on est un travailleur isolé, on peut faire des rapports d'intervention sans avoir à revenir à la mairie, on peut gérer des flottes de véhicules de la mairie, savoir exactement où se trouve tel camion, telle voiture, tel véhicule. Ouais. On peut assurer voilà, la traçabilité des colis, suivre les tournées des intervenants, quand il y a des, savoir exactement quand est-ce que le déjeuner a été livré, etc. Donc, c'est tous les outils qui permettent des gains de productivité hein, à travers effectivement des choses qui évitent des déplacements, qui permettent automatiquement de remplir des rapports ou d'avoir une information sur le fait que telle ou telle action a été faite ou pas. Donc là, c'est vraiment du gain de productivité, je dirais, de la collectivité et donc une capacité effectivement à économiser de l'argent sur un certain nombre de vos actions. Voilà. Quelque chose où le numérique est utile également, et ça a été effectivement démontré, c'est la capacité du numérique, la réactivité du numérique peut être utile en temps de crise. Alors en temps de crise environnementale, crise sanitaire, différents types de crises. Là, j'ai pris l'exemple, par exemple, des Hautes-Alpes qui ont mis en place une plateforme d'entraide citoyenne qui permet effectivement à certains de dire moi, je vais à tel endroit, je peux faire des courses pour vous, je peux amener ce paquet pour vous. Donc, c'est une plateforme d'entraide qui a été développée effectivement et mise en place dans certaines collectivités pendant la crise sanitaire. Voilà.
Voilà. Ça peut être effectivement une place de marché qui va permettre au commerce de la ville de pouvoir valoriser, sans avoir à développer leur propre site de e-commerce, de pouvoir valoriser leurs produits à travers effectivement une action de la mairie qui permet la relance du commerce de centre-ville et du commerce de proximité. C'est aussi la possibilité à travers le numérique, et ça, la Dracénie l'a compris, hein, puisque Draguignan s'est équipé de cette solution, de maîtriser, de regarder les flux de circulation et de savoir d'où viennent les gens quand ils viennent à Draguignan, de faire une mesure heure par heure, en fonction des jours, de voir exactement les touristes, les travailleurs, les gens qui sont là de manière épisodique. Donc tout ça, on est capable de le mesurer à travers les numériques. Et bien sûr, quand on pense crise, moi qui suis sur mon poste depuis quelques temps, j'ai vécu l'épisode dramatique des inondations de 2010, hein, et effectivement avec les morts qu'a connu toute la vallée de l'Argence, là. Et donc là, typiquement, le numérique aussi peut être utilisé pour alerter la population, déclencher rapidement des plans de protection, etc. Donc vous voyez que entre attirer un touriste, donner une information pertinente à un administré, alerter une population, il y a effectivement des usages qui sont extrêmement nombreux. Je ne vais pas forcément les détailler beaucoup plus actuellement parce qu'on n'en a pas le temps, mais ce que je veux dire par là, c'est que le numérique, ce n'est pas seulement un réseau qui est offert à vos administrés, c'est des possibilités de services offerts à vos administrés également. Et je finirai par deux choses importantes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la 5G et l'Internet des objets. Aujourd'hui, devenir une smart commune, hein, ça veut dire avoir des capteurs de qualité de l'air dans les salles de classe, avoir de l'arrosage automatique piloté à distance qui permet de déclencher l'arrosage que si la terre n'est pas suffisamment humide, c'est d'avoir un éclairage public qui peut être piloté aussi en fonction de la fréquentation de la population. À certaines heures, on éteint, on diminue la puissance de l'éclairage. Là, il y a des économies d'électricité importantes à faire, hein. C'est avoir des capteurs sur les bords de la rivière qui détectent les crues. C'est avoir, comme c'est illustré là par la commune de Quimperlé, avoir des containers qui indiquent à quel moment, par eux-mêmes, à quel moment ils sont pleins, et donc on envoie un camion les chercher que quand ils sont vraiment pleins. On peut multiplier ça par les mesures de niveau de bruit, d'UV sur les plages, etc. Donc tout ce qui est, et là c'est vraiment votre imagination qui est la limite, disons qu'aujourd'hui il y a énormément de capacités. Je pense au smart building, à la capacité de monitorer bien sûr la consommation électrique du bâtiment, la consommation de fluide, de gaz, etc. Donc tout ça c'est possible, hein, devenir smart commune, et c'est quelque chose voilà, qui va se développer de plus en plus et qui ne sera pas réservé qu'aux grosses collectivités. Et pour finir donc, je voulais vous sensibiliser quelque chose que j'avais l'occasion de faire déjà lors d'une prise de parole, lors d'une assemblée générale des maires du Var il y a 2 ans, c'est sensibiliser sur les dangers de la cybercriminalité. Hein. Donc vous êtes au courant effectivement de ce qui est arrivé à la commune du Pourrières là, il y a 2 ans, 3 ans, mais c'est arrivé à Aix-Marseille il y a peu de temps, c'est arrivé effectivement encore récemment là, à une commune lyonnaise. Donc la capacité aujourd'hui de résister à des attaques qui vous bloquent votre système d'information, qui vous bloquent votre site web, qui vous bloquent toute possibilité de travailler, de payer vos agents communaux, de payer vos factures, d'enregistrer même une naissance ou un décès. Donc c'est des choses extrêmement importantes. Et là-dessus, voilà, je ne vais pas vous faire un speech sur la cybercriminalité, mais je vous dis seulement, vous détenez des données sensibles, vous manipulez de l'information au quotidien, soyez conscient effectivement des dangers hein, de cette cybercriminalité qui, à travers une clé USB contaminée, à travers un mail qu'on ouvre sans regarder ce qu'il y a dedans, peut effectivement vous créer des gros problèmes avec des ransomware, avec des choses qui peuvent bloquer votre activité. Donc il y a des tas effectivement, les dangers, ça peut être à travers ça, mais ça peut être aussi, comme je disais, vous protéger des risques environnementaux, hein, que ce soit inondation, incendie, grâce aux capteurs connectés. Donc il y a bien sûr de la protection, cybersécurité logique, mais aussi sécurité physique. Voilà.
Et ce qui est important de savoir quand même si tu reviens au slide précédent, c'est que dans le cadre aujourd'hui du plan France Relance, il y a quand même des fonds qui ont été créés spécifiquement pour aider la transformation numérique des collectivités. Donc il y a un fonds de 90 millions d'euros pour accompagner les collectivités. Il y en a un autre de 136 millions d'euros qui a été dédié à la cybersécurité et qui est effectivement pour lequel les collectivités sont également éligibles. Voilà. Sans parler des autres opportunités que j'ai pu évoquer sur la transition énergétique, la compétitivité et la cohésion sociale. Donc, je vous engage quand même à regarder effectivement les appels à projets du plan de France Relance, quoi. Et à partir du moment où c'est lié quelque part à du numérique, n'hésitez pas à nous solliciter, Olivier et moi, et on trouvera les bons experts chez nous qui peuvent effectivement vous aider. Donc, je vous renvoie vers le guide à destination des maires hein, du plan de relance, dans lequel la composante transformation numérique est quand même importante avec des opportunités effectivement d'accompagnement financier non négligeable. Voilà. Et si vous manquez d'idées, je vous envoie vers une parution d'ailleurs que l'on mène avec l'association des maires. Hein, enfin, c'est une parution qui s'appelle Parole d'élus, hein, qui est en ligne. Je vous ai mis le lien sur la présentation, qui vous illustrera par des exemples et des témoignages effectivement de certains de vos confrères maires et élus d'autres villes, quels sont les services qu'ils ont pu mettre en place à travers le numérique. Et donc ça, c'est quelque chose voilà, qui me paraît important aussi pour vous, c'est d'aller voir un peu ce qui se passe à côté et puis voir dans d'autres mêmes communes françaises. Donc n'hésitez pas à aller sur le site qui pourra vous inspirer et vous pourrez effectivement voir des témoignages. Voilà. Et je vous ai dit que l'inclusion numérique, c'était non seulement les réseaux et les services, enfin pardon, l'aménagement numérique, je veux dire, c'est non seulement les réseaux et les services, mais c'est aussi l'inclusion numérique, c'est aussi donner la capacité à vos administrés d'accéder à ces réseaux et d'accéder à ces services. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un facteur important d'inclusion sociale, hein, l'accès au numérique. Et donc, vous pouvez aujourd'hui entreprendre des actions directement ou par des partenariats pour faciliter l'accès au numérique et en particulier la formation aux outils numériques, aussi comment se protéger des dérives du numérique, des réseaux sociaux, de la cyberattaque, etc. Donc ça peut être mis en place des tiers-lieux, des Fab Labs, etc. Ça peut être des ateliers de formation pour s'approprier les outils et les bons usages du numérique, que ce soit vers les seniors, vers les jeunes, vers les populations qui, pour des raisons d'éducation, d'âge, de provenance, ne maîtrisent pas forcément ces outils. Hein. Et puis, ça peut être même la facilitation à l'accès à des offres sociales. Il faut savoir que les opérateurs aujourd'hui ont des offres hein, qui peuvent être effectivement offertes à des populations qui sont sous un certain niveau de revenus. Voilà. Si on passe effectivement à la slide suivante, je voulais vous sensibiliser sur ça parce que c'est important. Et Orange, là-dessus, et la fondation d'Orange en particulier, finance un certain nombre d'associations. Il y en a financé d'ailleurs dans le Var un certain nombre. Encore les rives du Gapot, là on a financé effectivement un Fab Lab, hein, enfin, un tiers-lieu qui permet aux gens d'aller se former au numérique. Donc il y a des appels à projets de la Fondation Orange qui permet aux associations, souvent qui travaillent en collaboration avec les collectivités, de bénéficier effectivement de certains montants financiers pour effectivement travailler sur ces tiers-lieux et faciliter cette inclusion numérique. Donc il y a la Fondation qui a effectivement ces actions-là, et puis je dirais, il y a toujours la possibilité de travailler avec nous hein, sur des projets. Là aussi, n'hésitez pas à revenir vers Olivier si vous avez des projets de tiers-lieux ou autres pour voir comment on peut éventuellement vous aider. L'inclusion numérique est quelque chose d'important pour nous. C'est dans notre raison d'être aujourd'hui. Hein, on veut donner accès au plus grand nombre, effectivement. La raison d'être d'Orange, qui a été publiée il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est d'être l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Chacune et chacun, ça traduit bien cette notion d'inclusion numérique. Et effectivement, les clés d'un monde numérique responsable, c'était le dernier message, je vois qu'on a dépassé de 2 minutes, mais je vais conclure. C'est aussi quelque chose, on est conscient que le numérique, ça peut polluer, ça consomme de l'électronique, ça consomme de l'électricité, et donc c'est important effectivement de pouvoir maîtriser. Et on a aujourd'hui un plan, et que moi je suis prêt
à monter, et Olivier aussi avec vous, avec l'AMF 83, l'AMV, un plan de recyclage de mobiles avec un challenge qu'on pourrait lancer ensemble pour recycler les vieux mobiles. Alors, c'est des choses voilà, où ces mobiles sont démontés, on récupère les métaux. C'est fait par un atelier, effectivement, avec des personnes en situation de handicap qui font ça. Donc, on a une œuvre, je dirais, humanitaire, mais aussi on a une œuvre environnementale à travers ça. Et donc, on a effectivement des mécanismes aujourd'hui avec des containers qui peuvent vous être installés dans les mairies. Et donc, on en reparlera, je pense, avec l'association des maires, hein, avec sa directrice et avec son président, pour voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on est prêt à faire avec vous, parce que le numérique, ça peut faire beaucoup de choses, mais ça peut aussi générer des nuisances environnementales. Et quelque part, voilà, Orange est conscient de ça et souhaite effectivement travailler avec les collectivités à minimiser cet impact environnemental. Voilà, je suis passé très vite, j'en suis conscient, mais on était un peu en retard. Donc, je vais m'arrêter là. Si vous avez une ou deux questions, on peut éventuellement y répondre. Bien, bah merci Monsieur Londex, Monsieur Daguillon. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on rende l'antenne? Non? Je suis passé très vite sur les services, mais n'hésitez pas. Voilà. Oui, alors je rappelle ce site paroledelu.com qui est très bien fait. Effectivement, la plupart des associations d'élus sont partenaires de cette initiative. Vous trouverez énormément d'exemples d'usage. Enfin, entre autres, parce que bon, le site est très riche en informations. Exactement. Merci de l'opportunité, en tout cas, de nous exprimer, de vous présenter ces on aurait aimé le faire en présentiel, mais bon, voilà. On aurait aimé pouvoir poursuivre cette conversation autour d'un verre, de l'amitié également, et c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas possible. On espère vous retrouver pour le prochain Salon des maires en physique. Et Olivier, voilà, comme il le dit dans le chat, il est à votre disposition si les uns ou les autres souhaitent creuser certains des sujets qui ont été évoqués. Peut-être, Monsieur Daguillon, est-ce qu'on a vos coordonnées dans le support? Je crois que c'est après même, non? Olivier t'avait mis. J'ai mis 2-3 annexes. Alors, il faut pouvoir rose, l'architecture, la couverture, et voilà, et la fiche. Ah bah voilà, vous avez toutes les coordonnées, c'est formidable. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Je vais, on va s'arrêter sur cette visioconférence. Je vous remercie pour votre intervention, vos co-interventions. Est-ce que, Evelyne, tu es disponible pour faire un petit mot de clôture ou est-ce que nous avons un élu? Parce qu'il me semble que le maire du Val a dû nous quitter, j'ai l'impression. Evelyne? Oui. Veux-tu faire un petit mot de clôture? Je veux bien, mais mon son n'est pas très bon. Je ne sais pas si on m'entend. Eh ben, écoute, pour une fois, si, il est bien. Ah, ben, écoute, c'est super. C'est presque la dernière visio qu'on fait. Le son fonctionne. Donc, je voulais remercier tous les participants qui ont suivi cette visio. Et puis, je donne rendez-vous à la prochaine visio qui se fera en présentiel le 4 juillet aux Arcs-sur-Argent. Voilà. Bonne fin d'après-midi. Merci aux intervenants. Et merci à toi, Nathalie, pour ton aide. Bonne fin de journée. Et donc, on se retrouve non pas en visio, en présentiel, mais bien en présentiel. En présentiel, le 4. Le 4, pour les marchés publics, avec Guillaume Malespine, qui sera votre intervenant. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Et je mets fin à l'enregistrement également. Voilà. Merci.